partis parlent de financement de la campagne électorale. Certains veulent lever des fonds, d'autres disent déjà avoir des contacts à l'étranger pour renflouer leur caisse et participer à cette élection. Est-ce suffisant? Pourquoi en parler maintenant, quelques mois seulement avant l'élection? Est-ce à dire que ces partis politiques n'ont pas suffisamment préparé ces échanges? Les intervenants vont en parler en un ou deux mots, en mise en bouche de ce programme qui s'arrêtera sur ce fait que vous avez certainement découvert à travers les réseaux sociaux. C'est un jeune sergent du côté de Berthois qui a décidé de déposer armes, uniformes sous le mât du drapeau. Il n'a pas spécialement parlé, mais à travers les réseaux sociaux, beaucoup font des commentaires pour indiquer qu'il y aurait un malaise au sein des forces de défense et de sécurité, même si d'autres disent qu'il faut renforcer l'encadrement psychologique des soldats généralement au front. Faut-il considérer qu'il s'agit d'un acte isolé, la recherche d'un buzz à travers cette démission entre guillemets en mondo vision, ou alors c'est un malaise profond que relayait ce jeune sergent? Nos invités sont déjà installés pour participer à ces échanges. Vous participez par SMS sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pour davantage nourrir les échanges. Commençons par accueillir le docteur Didier Badiek, qui est géostratège, qui est un enseignant d'université et qui certainement viendra avec beaucoup de lumière sur ce plateau. Lumière au sens propre comme au sens figuré, on se comprend. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue bonjour sur au plateau à tous les panélistes, bonjour aux téléspectateurs. N'oublions pas que je suis un ancien militaire, oui. Militaire d'un jour, militaire pour toujours. Je suis un colonel retraité, donc oui. Je pourrais apprécier à sa juste valeur cet acte qui est certainement isolé, mais dont on veut en faire un fromage. Donc je serai avec plaisir d'éclairer la lanterne à ce propos. Et je vous souhaite, je nous souhaite à tous une bonne émission qui va certainement se dérouler dans un cadre convivial de respect mutuel. Absolument. Surtout qu'avec le casting que vous avez, ce sont des lumières qui sont à vos côtés. Bonsoir à tous. À vos côtés, justement, à votre gauche, Benoît Feu-Dieu, c'est un habitué de ces plateaux, c'est un acteur politique, communicant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Benoît, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux co-discutants. Très belle cravate. Vous avez doublé ce soir, en tout cas. Je vous remercie pour ce compliment. Je reçois avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous allons accueillir Patrick Assiga. Il est analyste socio-politique. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes co-discutants de ce soir. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management d'ailleurs, bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter lorsqu'il est 17h sur Info TV. On cherchait comment justement poser la question à Saint-Hilaire Bidung depuis. Est-ce que le fameux parti politique des pauvres, je ne sais pas, il y avait un nom comme ça, est-ce qu'il est finalement né ce parti? Bonsoir et bienvenue Saint-Hilaire Bidung. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous féliciter. Comme si le ministre Concho avait raison de dire qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Et vous nous manquez déjà. Même s'il y a des remplaçants éternels. Donc, le parti politique, Parti démocratique des pauvres du Cameroun, n'a pas encore vu le jour. Rencontre quelques difficultés sur le plan légal. Parce que le RDPC, parti de Benoît Feu-Dieu, fait des mains et des pieds et freine de 4 fers pour que l'agrément ne me soit pas accordé. De quoi ont-ils peur? Je ne sais pas, mais je voudrais quand même dire qu'on les a vus donner des agréments à des individus qui ne peuvent pas compter 2 personnes dans leur mouvement. Mais quant à Saint-Hilaire, on me demande de fournir une lettre de démission du RDPC. Or, j'ai été exclu
bel et bien été exclu. Donc il faut une lettre d'exclusion. Et non, on m'a même notifié mon exclusion. On m'a notifié mon exclusion. Donc, c'est un document qui aurait suffi quand même. Le mot exclu signifie en français facile que vous ne faites plus partie des effectifs. Absolument. C'est comme dans l'armée. Hein? Que vous ne faites plus partie des effectifs. Dans l'armée, on radie. Radie. Donc, vous ne faites plus partie des effectifs. Au cas où on l'aurait oublié, de toutes les façons, si ce n'est pas fait, ce sera fait un jour, avec ou sans ceux qui sont les acteurs aujourd'hui. Parti démocratique. Mais des pauvres du Cameroun. Il y a l'exclusion temporaire. L'exclusion n'est pas forcément une exclusion définitive ou temporaire. Moi, je sais qu'il avait 3 ans. Il a été notifié. Et les 3 ans sont passés. Donc il est encore membre du RDPC. devenir. Il est encore membre du RDPC. C'est à lui de nous dire. L'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Si c'était une exclusion temporaire, elle est limitée dans le temps, justement. Est-ce que vous aviez 3 ans d'exclusion temporaire? De toutes les façons, on ne m'a pas notifié. On m'a notifié que j'étais exclu. J'attends qu'on me notifie que je peux. Et c'est en ce moment qu'on pourrait commencer à discuter. Mais pour être sérieux, vous n'êtes pas assez sérieux quand même. D'accord, mais ils ont de la peine à vous laisser partir quand même. C'est normal, non? Vous étiez quand même combattant dans le RDPC. S'ils le savaient, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. C'est vrai que je reçois des appels du peuple pour un retour. Des appels du peuple. Des appels militants du RDPC. Et vous répondez quoi à ces appels-là? Non. Babidou peut-il repartir sereinement au sein du RDPC? De toutes les façons, je ne suis pas venu au RDPC pour qu'on me pose une pierre sur la tête. Je suis venu pour grandir. Et pour grandir, j'ambitionne de remplacer le président Biya à la tête du RDPC. Voilà, d'accord. Voilà qui est car, mais revenez donc à la maison, c'est à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi que ça piétine quand même. Il faut un nouveau souffle. D'accord, dans le parti. Dans le parti. Donc vous ne fermez pas les portes. Non, pas. Le parti des pauvres peut attendre. On attend. On accueille Aloïs Parfait Voum du parti. Attends, je veux le nom. Du Forum républicain. Du Forum républicain. Voilà, le Forum républicain. Vous avez eu facilement votre autorisation. Ça n'a pas été compliqué. Pas comme le parti des pauvres. Démocratique des pauvres. Démocratique des pauvres. Dans tous les cas, j'ai une autorisation. Oui, ça a été facile, non? Je ne sais pas si ça a été facile ou facilité. Dites-nous quand même. Mais j'ai une autorisation. C'est ça le plus important. Et je suis là, je fonctionne sur la base de cette autorisation. D'ailleurs, si on ne m'avait pas donné l'autorisation, je fonctionnerais toujours. Comment ça? Comment ça sans autorisation? Parce que je ne comprendrai jamais pourquoi un simple papier comme celui-là, on empêche des compatriotes, des citoyens à s'émanciper politiquement. Vous voulez dire que ces autorisations sont à tête chercheuse? Il y a quand même plus de 360 Bien sûr, partis autorisés. Je te rappelle que je sors du MINAD là, il y a une réunion là-bas. Quand vous voyez ceux avec lesquels le MINAD traite, vous comprenez pourquoi certaines autorisations sont données à tête chercheuse. Vraiment, vous allez suivre ça. J'ai même vu. Mais le Congo ça dit que ces réunions, c'est pour créer un nouveau G20. Vous y étiez? Non, moi j'étais pour. D'accord. J'étais pour autre chose. Je ne peux pas. Tout le monde sait que je suis un anti-système reconnu et que je ne peux pas prendre même pas à miracle, on ne peut pas voir le futur G20. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Tant que Paul Biya est là, on ne peut pas me voir dans ce genre de choses. C'est même une trahison pour la jeunesse. C'est une trahison pour ceux qui me suivent depuis 30 ans et qui m'ont vu. J'ai tout un ouvrage. Parfait, toute une jeunesse dans l'opposition. Et je ne peux pas être dans ce type de réunion où on va adouber quelqu'un dont les résultats ne sont pas là. Quelqu'un qui pendant 7 ans, 8 ans n'a rien fait. Donc parce que ceux qui sont là-bas sont des aveugles, ils ne savent pas que lui n'a rien fait? Bon, ils ne sont pas des aveugles, ils sont des vendus. Ils sont des vendus. D'accord. Je les considère comme des vendus. Le conseil électoral vous a gentiment répondu. Oui. On a lu ici hier cet accusé de réception, vous rassurant que une fois que le site internet est en marche, vous aurez...
la possibilité de parcourir la liste électorale finalement aisément? Oui, il faut dire que le 24 décembre, le 24 janvier, j'ai saisi le Conseil électoral parce qu'à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par le MRC, le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel nous a donné une brèche, celle de pouvoir saisir le Conseil électoral. Et si nous ne sommes pas satisfaits, nous saisissons la Cour d'appel. Et c'est cette première démarche que nous avons faite. Et nous avons effectivement saisi, le Forum républicain a saisi le Conseil électoral. Il nous a répondu. Ils nous ont dit qu'il y avait un problème de piratage du site, que c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient pas présenter la liste, publier la liste nationale, et que les travaux sont presque à la fin, et que dans les jours qui viennent, qu'ils vont publier en fait la liste nationale telle que nous pouvons le lire en filigrane. Pour nous, c'est une satisfaction à cette étape-là partielle, parce que avec mes amis FEDJE et leurs affidés, il faut toujours être prudent. Donc, leurs affidés, c'est qui? l'ECAM? Bien sûr. Vous associez le RDPC à l'ECAM? Bien sûr, et même ne nie pas. Ah bon? Donc, oui, il ne nie pas. Donc, nous sommes prudents. Nos avocats se préparent et on a donné 2 semaines à l'ECAM, maxi 3 semaines. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons saisir la Cour d'appel, parce qu'on ne comprendra jamais pourquoi il y a une résistance à publier une affaire aussi banale que la liste nationale. Et l'argumentaire que moi je leur ai donné, c'était que qu'il me soit possible de contrôler les inscriptions de mes militants. Il faudrait que sur la base d'un clic, que je sache que mon militant qui est à Yagua, qu'il s'est inscrit au-delà de ce qu'il me dit. Est-ce que la liste ressort les appartenances politiques? Pardon? Est-ce que la liste a une mention d'appartenance politique? Non, vous saurez que sont vos militants. Non, elle sort les noms. Je connais mes militants. Vous connaissez tous vos militants? Je connais mes militants, oui. Si mon président régional, je le connais. Le départemental, je le connais. Des cellules, je connais. Donc, il faut que j'ai la possibilité d'avoir cela. Et en plus de cet argument, c'est quand même une affaire de respect des textes. L'article 14 du Code électoral vous dit de publier la liste nationale. Et on ne vous dit pas de publier... L'article 80. 80 vous dit de publier la liste nationale. Et on ne vous dit pas de publier les listes locales nationales. Donc, ils ont publié des listes locales nationales. En tout cas, la réponse de l'ECAM du Conseil électoral veut dire justement qu'ils savent qu'il faut le faire. Maintenant, ils sont libres parce que la loi ne prescrit pas une forme particulière de publication. Mais s'ils ont choisi la voie électronique et que le site a été endommagé et piraté, on espère qu'il sera être opérationnel le plus rapidement possible. Mais il faut avouer qu'il a quand même confondu ceux qui sont venus défendre l'indéfendable. Je parle de certains membres de la direction générale qui se sont, parce qu'il y a eu ça, qui se sont répandus en déclaration parlant de l'impossibilité de le faire. Ils ont confondu les militants du RDPC qui sont montés au créneau alors que c'est un problème national, un problème de respect simplement du code électoral. Donc, vous accordez du crédit, entre parenthèses, aujourd'hui, au Conseil électoral de l'Elections Cameroun, mais vous attendez la suite. Un crédit partiel. Et nous sommes en attente de la suite. S'il n'y a pas de suite favorable, nous allons d'abord leur répondre pour dire, vous nous avez promis ceci, vous ne l'avez pas fait, nous sommes obligés de prendre le taureau par les cornes en saisissant les instances appropriées. Alors pendant qu'il y a ce débat qui se tient, qui se tient, les partis politiques, eux, sont en train de vouloir chercher les moyens. Rapidement à Mogono. Non, en tout cas, puisque là tellement c'était le RDPC, que moi je voulais rappeler quand même que quand j'ai vu sa sortie sur sa page Facebook, moi j'ai commenté là en disant, au moins toi tu connais la démarche à prendre. Parce que moi j'avais pensé qu'il n'était pas associé à ceux qui sont allés au Conseil constitutionnel, puisque dans notre pays on a des personnes qui disent maîtriser tellement la loi, ils maîtrisent tellement la loi
que par moment ils ne connaissent pas la démarche à prendre pour On leur fera poser un procès. une revendication. Le conseil électoral, nous le disons, oui, non. le conseil constitutionnel de la bonne direction à suivre. Je pense que le débat est clos. Mais le débat est clos. Mais chaque fois qu'on indexe le RDPC, permettez-nous de faire aussi notre coup de gueule. Parce que lorsqu'on maîtrise beaucoup, lorsqu'on maîtrise tellement la loi, on ne la viole pas ou on ne ne confond pas de porte. On va là où il faut. On frappe là où il faut frapper. Ça veut dire que ceux-là devraient aller, n'est-ce pas, saisir le conseil électoral. Et cela va pas saisir la cour d'appel. Mais je voudrais dire, non, les accointances qu'on a toujours eu l'habitude de voir entre le RDPC et les CAM, c'est tout simplement une mauvaise appréciation. Nous l'on dit tout simplement que nous ne prenons pas le fonctionnement de l'ECAM comme un programme politique dans le RDPC. À l'heure actuelle où les listes sont publiées, que ce soit liste nationale ou pas, à travers les 360 antennes et ceux qui sont à l'extérieur, nous obtenons déjà la liste nationale. Et tandis qu'une élection, que ce soit une élection municipale, législative ou même à circonscription unique, tout ne se fait qu'à travers une commune. Donc, ce sont que des antennes qui publient les listes qui sont facilement contrôlables. Et nous sommes représentés dans les 360 antennes. Ça veut dire que chaque représentant du RDPC dans une antenne nous envoie sa liste et nous contrôlons. On n'a pas besoin d'y faire un tapage. Il faut moins respecter les textes. Que les textes soient respectés. Nous ne sommes pas en train de défendre. On se débarrasse d'un débat inutile qui nous a pris quand même 1 ou 2 semaines ou 3 sessions que finalement le conseil électoral a vidé. Je ne prends que le volet RDPC parce qu'on a tendance toujours à titiller le RDPC. Et les CAM sait correctement se défendre. D'accord. Alors, nous disons que les CAM a répondu à Loïs Parfait Voum et son parti politique. Et les CAM a répondu au MRC, à Abdourahmane Baba également. Je signale qu'il est notre invité à 21h dans le cadre de l'émission. À vous la parole, Abdourahmane Baba à Madou. L'actualité, pendant qu'on parle des listes, c'est également les partis politiques qui commencent à nous dire comment ils feront pour trouver un peu de moyens pour aller à cette élection. Le MRC veut lever les fonds. Il faut environ 6 milliards de francs CFA pour participer à cette élection. On a entendu également le professeur Baïbek dire comment lui va se battre, qu'il a des soutiens même au sein du RDPC qui vont lui donner de l'argent. Il a des soutiens à l'étranger qui vont lui donner de l'argent. Didier Badiek, lorsque les partis politiques qui sont engagés à une élection comme la présidentielle en parlent aujourd'hui, à la fin du mois de janvier, est-ce que ce n'est pas un peu tard qu'on commence à chercher comment avoir de l'argent? Vous posez les réponses et vous avez bien analysé ce qui se passe, c'est-à-dire que c'était pas les partis qui ne sont pas structurés. Lorsqu'on a un programme comme ça qui est su longtemps à l'avance, on sait qu'il y a des élections qui arrivent, on essaie de savoir ce que l'on vaut, ce que l'on pèse et on essaie également de pouvoir faire une programmation stratégique qui va inclure un certain nombre d'axes, notamment l'axe budgétaire, de telle manière à ce qu'on sache comment est-ce qu'on va faire. Déjà, il faut être capable de reconnaître ce que l'on est. Oui. Si on ne peut pas être représenté entièrement sur le Cameroun et qu'on a juste le tiers du Cameroun, il faudrait être capable de savoir ce que l'on fait et quel est l'objectif visé, c'est-à-dire l'effet final recherché. Donc, je pense qu'il y a un peu un manque de maturité. Moi, ça me désole parce que un pays qui est démocratiquement assis devrait avoir à tout moment un contrepoids qui puisse permettre dans la discussion, voyez-vous, n'est-ce pas, dans la réplique sincère, et essayer de dire un peu ce qui se passe pour que le pays puisse avancer. Moi, je pense que même aussi au RDPC, c'est le cas. Je ne pense pas que l'on souhaite avoir des partis d'opposition qui sont faméliques, mais c'est bien l'impression que j'observe aujourd'hui. On est installé dans un folklore assez désolant. Et on a des gens qui, en même temps, sont présidents, en même temps font la comptabilité, en même temps font les programmes politiques, en même temps... Bref, c'est un désordre assez caractéristique. Et ça me prouve encore que lorsqu'on a tout secoué, on va se retrouver avec que quelques partis qui ne peuvent pas opposer de manière pertinente des idées, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne faut pas voir les membres soit des gouvernants ou alors des
de l'opposition comme étant des ennemis. Ce sont des adversaires politiques, mais qui sont là pour construire le pays. On n'a jamais dit que, n'est-ce pas, l'opposition ne va sortir que des choses qui sont négatives. Au contraire, Pas du tout. lorsque, n'est-ce pas, dans une situation qui est critique, l'État est concerné, n'est-ce pas, dans sa vie, dans sa survie, eh bien, il est tout à fait légitime que le chef de l'État puisse convoquer ces gens pour qu'ils viennent leur donner des idées. C'est un passage. Et je dois dire qu'il faudrait qu'on comprenne une chose, c'est que il y a une élection présidentielle, mais juste après, le président n'est plus le président du RDPC, il est le président de tous les Camerounais. Et cette manière de traiter un homme, quand même, qui incarne les institutions, moi je me dis, il faut quand même avoir certains égards. Et c'est ce que je regrette qu'il n'ait pas fait. Je pense qu'on peut aller dans une élection, dans le débat d'idées, parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, et les programmes sont suffisamment détaillés et importants pour le Cameroun pour dire que nous n'avons pas que à faire des insultes, Jean-Jacques. Mais quel est ce pays, n'est-ce pas, qui n'est que animé par un conglomérat de ragots? Écoutez, moi là, sans avoir réfléchi, je peux déjà vous dire quels sont les points stratégiques qu'il faut essayer de... Il y a l'éducation des enfants, la formation, il y a l'industrialisation qui doit en effet décoller pour que le segment, n'est-ce pas, de la valeur économique des biens et des services puisse se saisir. Il y a la sécurité. Tout cela, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer un programme qu'on devrait aborder en ce moment précis, voilà, selon le timing, sauf que Patrick Assiga, on est plutôt encore en train d'écouter les partis politiques essayer de déployer leur stratégie pour avoir de l'argent au moment où on attend des propositions, des projets et autres. Oui, cela pose un problème énorme au Cameroun. On se rend bien compte que les partis politiques, surtout d'opposition, viennent se réveiller juste à la période préélectorale pour se poser des questions. On se pose la question de savoir comment est-ce que ces partis fonctionnent depuis fort longtemps. Il y a un problème sur ces financements en réalité. Le code électoral camerounais encadre déjà quand même les financements de ces partis politiques. Et d'ailleurs même dans son article 278... Financement des partis ou le financement de la campagne? Le financement de la campagne. Oui. Le financement de la campagne. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui où est-ce qu'on est en train d'aller, la recherche des financements aujourd'hui, c'est pour préparer la campagne. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve sous le coup de la recherche effrénée du financement de la campagne au point de pouvoir dépasser l'article 278 qui interdit ces financements en provenance, que ce soit des personnes, des organisations étrangères. Ne l'oublions pas, à l'heure actuelle, en France par exemple, le président Sarkozy se retrouve sous le coup d'une poursuite judiciaire pour des financements, des soupçons de financement extérieur. On n'est pas très loin de nous rappeler également pour le cas d'un parti politique au Cameroun d'opposition qui avait également fait ce round-up en 2018 avec, avec un certain suivi Cameroun où on ne sait pas où c'est parti. On se retrouve donc aujourd'hui avec une situation où il faut à tout prix récolter des fonds. On ne sait même pas la provenance de ces fonds. Et je crois que c'est à ce niveau-là où l'État du Cameroun doit se saisir un tant soit peu de la provenance de ces fonds pour comprendre effectivement en quoi est-ce que ces fonds seront utiles. Ces fonds proviennent de quelles officines exactement? Parce que lancer une campagne de collecte des fonds, c'est très facile. C'est très facile et de pouvoir les utiliser, mais en réalité, la source, c'est laquelle? Donc, c'est à ce niveau-là où le gouvernement doit se saisir, à travers ses institutions, doit se saisir de cette affaire et de voir dans quelle mesure essayer d'encadrer les financements qui pourraient venir d'un côté ou comme d'un autre afin de pouvoir éviter, c'est-à-dire pour dire que la loi couvre quand même cet aspect de financement. Oui, la loi encadre bel et bien. L'argent ne doit pas venir n'importe comment, de n'importe quelle source. Tout à fait. La loi encadre. Et ça devient davantage inquiétant lorsque ce n'est qu'à la veille d'une élection qu'on lance ces appels à financement. Ça devient inquiétant à ce moment-là. Parce que durant 7 ans, vous n'avez pas pu regrouper un certain nombre, mobiliser un certain nombre de fonds
pour préparer les chances à venir, et que ça soit à moins de 10 mois que vous lanciez cela, ça... Et quand on connaît très bien le contexte socio-politique à l'heure actuelle au Cameroun, on n'a pas envie qu'on se retrouve avec des financements illicites qui pourraient empêcher, qui pourraient mettre le Cameroun dans des situations compliquées. Pour dire en passant qu'il y a un président qui a maille à partir avec la justice quelque part, je ne le cite pas à cause justement sur les affaires de financement. Voilà, d'accord, cette loi Bidon. Est-ce que la question devrait se poser aujourd'hui? Si elle se pose, comment est-ce qu'elle devrait se poser? Est-ce qu'on doit annoncer ouvertement que nous on va chercher les fonds, on va lancer un appel de fonds, il faut qu'on trouve 6 milliards, et ainsi de suite? Est-ce que ça ne décrédibilise pas déjà un candidat lorsqu'il se comporte ainsi, lorsqu'il est à ce niveau, alors que la campagne est presque déjà là? La recherche des financements fait partie des stratégies d'un parti politique. Donc ça ne devrait pas être débattu sur la place publique. Sinon, vous donnez l'occasion au RDPC de vous clochardiser. Oui, ce sont ces partis qui sont venus avec cela sur la place publique. Justement, ça donne l'occasion au RDPC de vous clochardiser. Un parti politique a plus besoin d'idées que d'argent. Parce que quand il y a des idées et de bonnes idées, l'argent devient... L'argent suit. L'argent suit. L'argent suit. Moi, je sais que pour être candidat à l'élection présidentielle, si d'aventure j'étais candidat, je crois que j'ai déjà rencontré des hommes qui sont disposés à financer ma campagne. Les propositions sont faites, tout simplement parce que j'accompagne un courant de pensée, parce que ce n'est pas facile. Vous savez que 1% des Camerounais gèrent 99% de la fortune de la République. Il faut le distribuer de manière équitable. Ne serait-ce que pour cette idée-là, il y a des gens qui sont disposés à me suivre et à me financer. Donc, pour moi, c'est un faux débat qu'on entretient à la veille de l'élection, pour démontrer, pour infantiliser ceux qui sont en face du RDPC. Mais je dis que l'idée du financement des partis politiques, ça a été une idée du RDPC. On a pensé que c'était pour venir en aide aux Camerounais qui s'intéressaient à la chose. C'est de cela qu'il s'agit, non? Non. On a juste pensé. Non, que non. Que non. C'était pour apporter une réplique à ces partis politiques qui avaient tendance à brandir le spectre du boycott des élections. Donc, et le boycott n'a jamais aidé un pays. N'a jamais aidé un pays, tout au contraire. Ça participe à ternir l'image d'un pays. Donc, il a fallu, et si vous voyez bien, l'aspect financement, d'abord, vous regardez les candidats qui sont choisis pour compétir finalement à l'élection finale. Parfois, c'est des gens dont on n'a jamais entendu parler que du moment où ils se retrouvent à la télé pour venir faire campagne. Et ils sont triés au volet. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement une question d'organisation dans les formations politiques? Après 2018, vous savez que la prochaine élection, c'est dans 7 ans. Pourquoi est-ce que ces partis ne se sont pas organisés année après année pour avoir un fonds déjà prêt? Moi, je n'en parle pas parce que je me suis préparé depuis très longtemps à candidater à la présidence de la République. Donc, ça va avec les moyens. Donc, les moyens, je les ai. Ça, de toutes les façons. Vous avez les 30 millions de caution, entre autres. Je vous dis que je claque juste un petit doigt
et puis les 30 millions sont là. Mais c'était loi lancée. Non, mais on a du mal à m'accorder une autorisation pour fonctionner. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Il y a les taxis, il y a les partis Yango, pour aussi emprunter un parti politique, ou louer un parti politique. De toutes les façons, j'ai reçu beaucoup de propositions de partis politiques pour investir qui me demandent d'accepter d'être investi par ces partis politiques. Je pense d'ailleurs le Forum républicain. Au Forum républicain, qui ne tardera pas à me solliciter comme par le passé. Monsieur, donc, vous avez dévoilé les secrets. Je dis que ça manque un peu de sérieux de venir mener ce débat à la veille de la campagne et venir étaler sa misère. Alors quelqu'un vous répond en disant, bonsoir monsieur Z, demande à tes panélistes à quel moment Trump a lancé la mobilisation des ressources pour sa campagne électorale. Soit c'est le manque d'information, soit c'est la mauvaise foi. C'est ce que le téléspectateur dit, qui nous rappelle que Trump, à quel moment, peut-être que c'était au dernier moment, mais on parle quand même de Trump. On parle quand même de Trump, oui, parfait. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on devrait encore être à l'heure de la recherche des fonds? D'abord, en politique, il n'y a pas d'heure de recherche des fonds. Donc, il faut saluer cet acte. Ils ont fait preuve de beaucoup de transparence. J'ai parlé du dernier cas en date, qui a fixé le cap. Ils vous disent qu'ils ont besoin de 6 milliards. Oui. C'est important. On n'avait jamais entendu ce chiffre. Pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, quand on parle des financements occultes, de quel côté se trouve vraiment... Est-ce que le dire, le faire, ne ramène pas certains observateurs à dire, comme Saint-Éloi Bidou, que ça manque de sérieux? Non, au contraire, pour moi, c'est même très sérieux. Parce que, et quelqu'un a parlé d'une affaire de moment et de temps. Oui. Mais pendant 7 ans, on emprisonne les membres de l'opposition, on suit les affaires de liste électorale, on suit les affaires, on est sur la liste nationale, on est sur ceci, on est sur cela. Les gens ont fait des comparaisons. Est-ce que ça se passe comme ça ailleurs? Ailleurs, vous avez déjà le minimum qui est fixé, un consensus tout autour. On ne se bat plus à chercher les autorisations ou bien les déclarations de manifestation publique. On ne se bat plus à libérer nos prisonniers. On ne se bat plus à avoir... Lui, il est en train de chercher son papier depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs? C'est normal que, quand vous avez fini ce type de bataille, que vous vous concentrez maintenant sur la recherche des financements. Et en plus, ailleurs, il y a eu des alternances dans les pays. L'opposition est allée au pouvoir. Ça lui a donné des moyens. Le pouvoir est allé à l'opposition, ainsi de suite. Ça permet à chaque acteur d'avoir un minimum de moyens. Or, ce n'est pas le cas. Depuis 42 ans, vous avez des gens qui s'enrichissent. Mais vous avez quand même les agents des impôts qui ont réussi à gagner au Sénégal. Vous arrivez au pouvoir. Le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Pourquoi vous le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Ah, d'accord. Au Cameroun, tu ne peux pas sortir de prison pour être candidat. Tu passes comment? Comment ça? Si vous n'avez pas été condamné, votre... Tu ne peux pas... tu vas même d'abord te faire sortir. Est-ce qu'il y a des magistrats, est-ce qu'il y a des magistrats courageux comme au Sénégal? Il n'y en a pas. Tous sont sous la botte du parti au pouvoir. Donc, quand vous faites les comparaisons, prenez un peu de recul. Parce que ce n'est pas la même chose. Non, je suivais votre fil d'idée. Hein. Oui, c'est pour cela que... Il faut d'abord avoir le pouvoir pour faire de l'argent et revenir avec je vous dis donc que c'est comme ça que, généralement, ça se passe. Et maintenant, on parle de financement occulte. Ceux d'en face, tout leur financement, je vous rappelle que en 2018, c'était plus de 30 milliards qu'ils ont dépensés. Parce que le montant du MRC, si vous voulez qu'on le cite, pour moi, c'est encore petit. Il faut un minimum de 10 milliards dans les calculs que j'ai faits. Parce que pour avoir les représentants dans tous les bureaux de vote, qui sont à 32 000 aujourd'hui, si vous dépensez seulement 20 000, ça fait 720 millions, presque 1 milliard pour les représentants. Or, vous aurez pu épargner ces 1 milliard si le représentant de l'ECAM était vraiment neutre. Vous n'auriez pas forcément besoin d'avoir 32 000 représentants dans les bureaux de vote. Donc, ça fait 1 milliard. Vous trouvez cet argent où? Il faut faire la levée des fonds.
il faut faire nécessairement la levée des fonds. À la dernière minute. Il n'y a pas de minute en politique. Il y a quoi? Même à 2 jours, si vous avez de l'argent, vous pouvez... non, la question c'est de l'organisation. Vous avez dit que... Non, ceux qui l'ont fait... Il faut suivre les inscriptions sur les listes, il faut suivre le débat. Est-ce qu'un parti n'est pas structuré? Il y a un volet juridique qui est occupé par un département qui s'occupe de cette affaire-là, un volet financier avec un département qui s'occupe des finances, pour que le président soit quand même dégagé et reste focus sur une certaine échelle de priorité. C'est ce qu'on disait. Oui, 9 mois, vous avez mis le président en prison. 9 mois. Ah là, c'est le cas du MS. 9 mois, vous avez... Je prends le cas. 9 mois, vous avez mis le président en prison. Et le vice-président 7 ans. Vous avez mis des militants en prison dans le temps d'un mandat. Vous avez mis près de 1200 militants d'un parti politique en prison. Vous croyez qu'un président peut dormir? Sans compter ceux qui sont décédés. Sans compter ceux qui ont été amputés par un certain nombre de choses. Vous avez interdit les manifestations pendant 8 ans. Vous avez les problèmes d'inscription sur les listes électorales. Vous arrivez chez Benoît Feu-Dieu, son maire dit qu'il ne veut pas que les gens viennent s'inscrire. Vous faites comment? Le maire de qui? De Benoît Feu-Dieu. Que les gens viennent pas. À Yaoundé 7. Yaoundé 7. Ils ne veulent pas que les gens viennent s'inscrire? Oui. C'est lui qui s'occupe des inscriptions. Mais vous n'avez pas suivi l'actualité. Je sais que comme il aime revenir sur ce que j'ai dit, il va revenir là-dessus. C'est pour dire que l'opposition au Cameroun a trop de problèmes et pendant ce qui devait être des préalables, ce qui devait être évité. On ne devait pas être engouffré à voir tous ces problèmes. Il y a un minimum de consensus qu'on a. Il y a tellement de problèmes qui sont extérieurs à l'opposition, qui seraient causés par les gens de Benoît Feu-Dieu. Par les conservateurs du pouvoir. D'accord. Il y a aussi les problèmes internes dans l'opposition. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ils se marchent dessus, ils se tirent dessus entre eux, pendant qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils font quand même une guerre entre eux. Oui, mais c'est malheureux. Ça aussi, c'est malheureux. Ça aussi, c'est malheureux. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que, à 10 mois d'une élection, que certains leaders se mettent à se tirer dessus. Pour moi, c'est dommage. Mais ne dévions pas le débat. Je voulais vous faire comprendre que... c'est normal que l'opposition soit arrivée là, parce que... D'abord, elle n'a jamais bénéficié d'une alternance qui lui permet d'avoir des moyens suffisants. Ailleurs, vous entendez Gbagbo, Ouattara, Gbagbo, ainsi de suite. Les gens ont des moyens. Les gens ont la possibilité. Mais 42 ans, ce sont les mêmes personnes qui reçoivent les moyens pendant 42 ans. Pendant ce temps, les autres misaient pendant 42 ans. Et il n'y a pas de honte à dire que nous avons besoin d'argent. Surtout dans ce contexte. D'accord. Voilà. Alors, pour ceux qui disaient qu'il est un peu tard pour lancer des appels de fonds, on répond là un peu à cette Bidou. Bonsoir à vous sur le plateau. Patrick, Donald Trump a reçu les fonds à 3 jours de la campagne. Pareil pour Kamala Harris. Saint-Éloi, Kamala a demandé une levée de fonds pour sa campagne et cela a été fait. Maurice Kamto et Donald Trump camerounais. Billy Marco Djega qui envoie ce message-là. Alors, comment est-ce que vous observez ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes accusé que vous avez confisqué le pouvoir. En confisquant le pouvoir, vous avez confisqué les moyens et vous avez rendu l'opposition comme elle est là aujourd'hui. Non, parfait, on va constater que je ne pourrais pas lui répondre à tous les coups. Lui ne se souvient pas qu'il est déjà président de parti politique, mais moi je sais qu'il est déjà président de parti politique. Et un président de parti politique fait très attention. C'est basé sur ses analyses sur les ragots, c'est très dangereux. Si je peux parler d'un point, ce ne sera que celui-là, déjà celui de Yaoundé 7 où ils aiment parler du maire de Yaoundé 7 à tort et à travers des informations qu'ils ne maîtrisent même pas du tout, parce qu'un parti qui voudrait trop faire de la théâtralisation de la scène politique est venu faire quelques vidéos là et pour raconter des histoires, et que dans les vidéos même qui étaient devenues virales, lui-même à les oreilles, il est en train d'entendre un responsable politique, fut-il maire, en train de dire on peut pas transporter des gens pour venir inscrire
dans l'arrondissement, on ne fait pas les charters pour venir inscrire. Il faut respecter la loi électorale. Et je pense que pour quelqu'un... Non, la loi électorale est assez claire. Vous pouvez lire l'article 46. C'est lui le s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est lui je vais vous dire très simplement. Moi, en tout cas, c'est un problème qu'on avait classé parce que la vice-présidente de l'ECAM était descendue à Yaoundé 7 et on avait vraiment donné raison à la plainte du RDPC parce que je voudrais vous dire, vous avez demandé si c'est lui qui doit le faire. Le maire de Yaoundé 7, je le dis, c'est d'abord un responsable politique, c'est le président de section. Donc, il y a un responsable politique. Alors, moi, je dis donc que l'article 46 n'est pas le responsable administratif. Non, on voulait quand même accompagner ce que vous dites. Non, mais je veux dire... d'un parti politique, mais le chef de terre, c'est l'administration. Mais vous oubliez que les responsables politiques sont représentés dans la commission d'inscription sur liste électorale, de révision. Mais c'est responsable administratif. Hein? Donc vous n'ignorez pas déjà ça. Ça veut dire que être présent ou bien être de passage, ce n'est pas un crime. Tout le monde. Et même, je voudrais même aller loin pour vous dire, même un citoyen lambda qui ne revêt aucune casse-tête peut dénoncer une violation de la loi. Oui. Et arrêter les inscriptions. Je vous ai dit, j'ai dit à Facebook, on est le spectacle là. Si on peut appeler, ici c'est passé à 16h30. Je ne sais pas quelles inscriptions vous aviez à 16h30. Pour je m'arrête juste à ce niveau. Et je dis donc que l'article 46 du Code électoral dit bien qui on doit inscrire. Vous comprenez? On inscrit par commune. Soit les résidents d'une commune, soit ils sont rattachés à une commune parce qu'ils sont natifs, ou parce qu'ils résident dans la commune pendant un an. Tout est propre dans la loi. C'est ceux qui ne veulent pas suivre la loi qui nous essaient de bafouer. Que les gens qui arrivent là ne répondent pas à ces critères-là. Vous voulez me ramener à une histoire. Ce n'est pas une histoire imaginaire. On fait donc comprendre, si vous voulez, je vous prends 2 minutes pour vous dire. Alors il s'agissait, c'était une répétition. Alors, certains groupes, un certain parti politique venaient rester à l'endroit, n'est-ce pas, d'inscription sur liste électorale et aussi d'inscription sur liste électorale, envoyer les motos. Et là où l'individu agit, 3 motos étaient garées qui venaient de Mendon. Je vais alors tout éclairer. Qui venaient de Mendon avec 9 personnes. Le GPS a bien fonctionné. Et le problème, non, ce n'est même pas un GPS. Il a la peine à expliquer. Écoutez bien, c'est les individus eux-mêmes qui commencent une palabre avec ce qu'ils appelaient les points focaux pour dire non, nous ne pouvons pas aller transporter les gens à Mendon et vous nous donnez soit 3 000 francs. Voilà là où le problème déclenche. Et ce n'est pas une histoire au hasard. Ça s'est passé et devant tout le monde. Et je vous dis, elle est quand même descendue. C'est que, monsieur, vous ne connaissez pas, il continue à amplifier. La question a été réglée. On a fait la vice-présidente de l'ECAM a fait déplacer le conseiller technique numéro 1 qui est descendu à Yaoundé 7 et on en a fait une discussion. Moi, je le dis parce que je suis membre de la commission électorale. Sur la question du financement. Maintenant, je reviens sur le financement. D'avoir appauvri l'opposition. Non, je reviens sur le financement pour dire, moi j'ai promis ici de ne pas revenir sur ce que quelqu'un a essayé de justifier, mais il faut quand même le dire que à un moment donné, on croit défendre une personne alors qu'on est en train de le noyer davantage. Si toutes ces raisons qui ont été évoquées ici autour de la table ont empêché un candidat de se préparer à être candidat à l'élection présidentielle et que c'est maintenant qu'il doit se réaliser qu'il faut qu'il soit candidat parce que l'autre fois il était en prison, il était à ceci, mais ça veut dire qu'on banalise la fonction présidentielle. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas prêt. Et je ne pense pas qu'on est appelé à confier le destin des Camerounais à quelqu'un qui n'est pas prêt. Si vous avez l'habitude de dire... On veut dire que les autres ont eu l'argent, ils ont levé le fonds à 3 jours. Vous savez, je crois que c'est fait preuve de malhonnêteté quand on parle du financement américain. On parle même de Trump. Il faut qu'il soit rappelé que aux États-Unis, les élections sont soutenues par des grands financiers. Et un compte Trump, vous savez, c'est depuis, il ne s'est pas porté candidat d'ailleurs, hein, c'est depuis le mandat surpassé.
Et après, quand il a raté un autre mandat, il a continué à travailler pour ce mandat-ci. Avant d'y arriver, ils prennent des informations en périphérie, ils ne vont pas au fond pour comprendre ce qui est en train de se dire. L'argent que Trump reçoit ou il reçoit en 3 jours, ce n'est pas l'appel de fonds qu'il reçoit, monsieur. Vraiment, penser à ça, c'est naïf. Mais moi, je n'ai rien contre les appels de financement, étant dit que nous, on a rappelé les déclinaisons déjà de la loi électorale ici. Et le companéliste a parlé de l'article 78 sur le financement qui interdit, n'est-ce pas, des personnes, des associations étrangères et tout ça. Bon, on va dans le financement de la campagne, dans les articles 281 qui essaie d'être un peu clair sur le financement de la campagne. En fait, le législateur n'a pas prévu qu'il y aurait un tapage autre, n'est-ce pas, dans la collecte de fonds par un parti politique. C'est pour ça que le législateur a prévu juste les méthodes par lesquelles l'État finance une campagne électorale. Maintenant, votre politique interne, effectivement, elle doit rester à vous en interne. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que le RDPC est champion de financement occulte. Je ne pense pas le financement à... Parce qu'il y a quelqu'un, Wesley depuis me fou, qui dit j'ai une question aux représentants du RDPC. Où est-ce que le RDPC obtient ses financements pour battre campagne? Dites la vérité, les Camerounais vous suivent à la maison. Et la vérité va être dite tout de suite. Heureusement que je ne suis pas, je suis membre du RDPC et on a celui qui se déclare être ancien aussi membre du RDPC. Parce que pour le moment, je n'ai... Non, on n'a pas encore, on n'a pas fini encore avec lui. Non, je dis, c'est pour ça que je dis qu'il se déclare être ancien membre du RDPC. Je pèse mes mots et je sais ce que je suis en train de dire. Donc, je serai à quel moment là. Vous êtes à jour de vos cotisations RDPC. Je serai... Non, on a... je suis à jour, je suis à jour. Donc, je voudrais dire, quand au RDPC, contrairement... Non, je peux vous dire. Moi, j'ai vu les dernières élections régionales. Le RDPC est même plus rempli. Je voudrais même vous dire que le RDPC est même plus préparé dans la collecte d'argent plus que tous les partis. Parce que, comme vous avez dit, vous avez pris l'exemple de renouvellement, où lorsqu'on y arrive là, c'est là où chacun rappelle toutes ses cotisations. Oui. Parce qu'effectivement, c'est le moyen concessif que le parti détient pour pouvoir récupérer cet argent pendant tous les militants. Bon, donc moi je voulais dire, ça là, ce n'est pas seulement ça qui fait le financement du RDPC. Je voudrais le dire ici et devant tout le monde que les membres du RDPC cotisent énormément de l'argent. Et lorsqu'on a campagne, les gens aiment bien dire que tel homme d'affaires est membre du RDPC, tel est membre... Tous ceux qui sont membres du RDPC cotisent énormément d'argent et c'est pour cette raison que je voudrais dire. Ils disent que vous mettez la clé 14 aux hommes d'affaires. Appelez comme vous voulez. Appelez comme vous voulez. Quand il est membre, il cotise. Vous n'avez jamais entendu un homme d'affaires qui a porté plainte au RDPC pour avoir volé son argent. Donc, il vient déposer 500 millions. Donc, pour dire tout simplement que parler de financement occulte, ce n'est pas le financement qui est traçable, ce n'est pas l'argent que les membres donnent. C'est un peu ce style que nous sommes en train de soupçonner parce que à un moment donné, on a même peur. On pense que le lancement tardif d'un certain levée de fonds s'apparente comme un blanchissement. C'est comme s'il y a les fonds déjà quelque part et on voudrait justifier d'une manière ou d'une autre pour présenter, n'est-ce pas, au public qu'on a lancé un appel, on a eu les fonds. Nous pensons tout simplement que nous sommes un État démocratique. Chacun est libre de faire ce qu'il peut faire et chacun peut lancer ce qu'il peut lancer pourvu qu'il se rassure d'être conforme vis-à-vis des lois de la République. Parce que c'est juste à ce moment où il y a souvent une difficulté avec certains acteurs politiques. Parce qu'ils parfois ils posent des actes au moment où on leur rappelle l'acte que vous avez posé. Ça, le problème naissent à ce niveau-là. D'accord. Alors, nous sommes une fois de plus dans les faits divers et la distraction. Celui qui a lancé la quête pour sa candidature sait pertinemment qu'il ne sera pas candidat. Il entretient le flou. Cyril à Douala, on a reçu également des messages clairs là. Jean-Robert Wafo qui nous a transmis un message pour dire que la candidature de Maurice Kamto sous la bannière du MRC ne souffre de rien, qu'il sera candidat. On reviendra sur ce débat-là le moment venu. Alors, pour sortir de ce sujet de mise en bouche, c'est un appel global lorsqu'on lit les réseaux sociaux à un peu plus de sérieux au niveau des partis politiques.
qu'on n'ait pas 360 partis politiques sans avoir une organisation interne qui permette aux partis de répondre à des préoccupations lorsque les échéances se présentent. Et c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai dit que c'était la démonstration d'une certaine incurie que de ne pas avoir une organisation qui est assise. Quand on a une organisation, on a la direction de cette organisation, on a les différentes parties, les services et tout le reste, et ça devrait fonctionner. Et je pense que pour chaque parti politique, les partis politiques devraient déjà vivre des cotisations de leurs membres. Mais bien entendu, puisqu'il y a certains partis politiques qui n'ont que 2 membres, ils n'auront donc que les cotisations que de 2 membres. Et que à partir de cette... Il y a même d'autres partis qui naissent parce qu'ils savent qu'il y aura un soutien lors de la campagne. Ils se bousculent au minage. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans la perspective qui est décidée de pouvoir avoir le débat d'idées. Et vous allez voir, les partis politiques se côtoient dans les mêmes idéologies et tout. Pourquoi ne pas se regrouper et faire du folklore? Moi, je dis que ça fait un peu démocratie sous les tropiques. Je pense qu'on peut être plus sérieux non, que ça. On est sous les tropiques. Oui, on est sous les tropiques. Mais honnêtement, vous savez déjà que ce système est-il le système le plus idoine? Aujourd'hui, moi, la démocratie que nous avions, nous l'a imposée. Dans ma définition de la démocratie, je la considère comme étant l'émergence des peuples moyens. Tout le monde a sa notion de la démocratie. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que bon, nous sommes attelés à copier. C'est du mimétisme, mais que nous le fassions quand même avec une certaine élégance, parce que ça ne fait pas sérieux d'avoir 360 partis qui en réalité n'ont pas de consistance. Et c'est la preuve justement des gens qui commencent à dire qu'il y a des problèmes d'argent en ce moment. Nous sommes à combien de mois des élections? Non, je pense que les élections se préparent juste au lendemain de la proclamation des résultats avec un nouveau président. C'est ce que Trump a fait. Donc, vous voyez, le problème ici, c'est qu'il faudrait disqualifier tous les financements qui sont illicites. Ça veut dire quoi? Le blanchiment d'argent, des choses de ce genre-là. Mais tout acteur de la vie publique peut être capable, n'est-ce pas, de financer votre parti sous réserve que le parti soit attractif. Et il y en a même d'autres qui donnent de l'argent parce qu'ils attendent quelque chose, n'est-ce pas, de cela. Ils disent, bon, voilà un parti qui me semble vouloir diriger dans la perspective que je comprends et où je peux faire mes affaires. Donc, je vais les voter, je vais élire le président qui représente ce parti. Et entre-temps, donc, je vais financer. Ça se fait. Donc, c'est ouvert. Et maintenant, il y a une traçabilité des fonds que l'on pose. Et vous savez que la traçabilité a coûté cher à quelqu'un. Et ça l'a rattrapé. Donc, je voudrais dire ici que il faudrait que tout se passe, n'est-ce pas, dans une transparence. Mais je regrette encore une fois que ce qu'on nous apporte en termes d'opposition dans le débat, c'est des vociférations qui ne sont pas consistantes, n'est-ce pas, et qui sont avides de toute perspective stratégique et de centre de gravité. D'accord. Patrick, en 1 minute, les téléspectateurs ont semblé dire qu'en termes de délai, il ne faut pas venir dire que c'est tard, alors qu'aux États-Unis, ça s'est fait en 72 heures. Non, le véritable problème, c'est le problème de fonctionnement des partis politiques. C'est-à-dire, lorsque un parti politique, c'est une association qui est régie par ses textes, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs. Allez voir à l'intérieur, au sein de ces textes, ce qui définit effectivement le financement de ce parti, c'est-à-dire le fonctionnement de ce parti est reposé sur quoi. Et vous allez vous rendre compte que pour bon nombre de partis, c'est les apports des membres, les cotisations des membres. Et si les partis n'ont même pas 2 membres, 3 membres, cet argent-là leur proviendra d'où? Et c'est la raison pour laquelle je dis même que l'État est complice de cette manière de faire, de multiplier davantage les partis politiques, lesquels on ne connaît pas le contenu de leur statut pour voir effectivement d'où leur viendront les fonds. Et du coup, on se retrouve donc à la veille. Comme ils veulent se faire un nom, ils se retrouvent donc à la veille quand on essaie de faire ce round-up en faisant des lancements d'alerte, de financement et autres. Et comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il ne faudrait tout simplement pas que l'origine de ces fonds soit une origine douteuse. Ou encore que le lancement de quête de financement soit plutôt un moyen pour blanchir un argent qui était déjà là. C'est à ce niveau-là où, effectivement, il faut demander, il faudrait que l'État use de tous ses moyens légaux afin de pouvoir clarifier un certain nombre de choses. Pour le cas du parti au pouvoir, par exemple, qui a tous les moyens
à sa disposition, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet État est combattu, parce que le même État ne peut pas organiser les élections et avoir en son sein ceux-là qui dirigent, ceux-là qui ordonnent, ceux-là qui ont les caisses de l'État, et on les voit tous au moment de ces campagnes s'auto-financer les campagnes. Et curieusement, aucun parti politique n'a ce type de membres en son sein afin de pouvoir s'autofinancer. Et du coup, il leur est difficile, il est très difficile pour les partis d'opposition d'arriver à ce niveau si ces partis ne font pas dans l'illégalité. Et or, nous ne voulons pas en arriver là. D'accord, c'est clair. Après l'investiture du candidat, par son parti directement, le candidat investi lance la campagne de mobilisation des fonds et ceci se fait environ 3 mois avant les élections. Que tes panélistes se renseignent avant de parler de délai pour une quelconque mobilisation des fonds. En tout cas, ce qu'on est en train de faire, c'est aider les partis politiques à avoir les moyens. Si vous allez attendre 3 mois pour lancer votre mobilisation des fonds et qu'on se connaît au Cameroun, ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème. Est-ce qu'il ne faut pas développer d'autres méthodes à Loïs Parfait pour sortir finalement de ce sujet? Est-ce qu'il ne faut pas développer d'autres méthodes pour avoir de l'argent? Des partis qui fonctionnent normalement pendant une année. D'abord, vous êtes trop pessimiste par rapport aux partis de l'opposition. Pourtant, ils travaillent avec les moyens dont ils disposent. Ils ont leur stratégie. Ils n'ont pratiquement pas de choix dans les circonstances actuelles. Et il faut être indulgent vis-à-vis d'eux. Dès que s'ils se mettaient ensemble, ce serait encore un peu plus facile, non? Ben, il y a 800 titres de journaux au Cameroun. Ils n'ont pas le même problème. Non, pourquoi? Non, s'il te plaît. Ils veulent parler aux élections, les titres de journaux. Il y a il y a combien? Près de 800 religions. Il y a combien de télévisions? Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? C'est pas les mêmes objectifs. Non, si vous avez besoin d'argent pour aller aux élections. Non, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que il y a d'abord la liberté de se mouvoir qui existe. Et on ne peut pas interdire aux gens de créer leur formation politique. On n'a pas dit ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que vous demandez que l'État ait un regard sur ces financements que certains... On ne demande pas, c'est prévu par la loi. Que certains... Oui, mais un État qui n'arrive pas à respecter l'article 66 sur la déclaration des biens, il va venir demander quoi aux autres? Le RDPC, après la campagne de 2018, il vous a sorti un rapport pour vous dire, après l'élection, pour vous dire voici ce qu'on a reçu, voici comment on a dépensé. Vous avez vu ça où? En France, le plafonnement, c'est 8 milliards. Oui. Merci. Et on suit comment est-ce que les acteurs évoluent. Mais nous sommes dans une situation où on vous dit que les tissus, ou bien le pain du parti, on le versait dans toutes les cuisines. On l'a fabriqué en Chine à environ 3 milliards de francs. D'où venait cet argent? C'est simplement les cotisations des membres? Non. Donc cet État à qui vous demandez de contrôler les affaires de l'opposition, lui-même est incapable de se contrôler. Il est incapable de contrôler le parti au pouvoir. Vous demandez davantage sa responsabilité vis-à-vis de l'opposition. C'est impossible. Donc, ceux qui ont fait les appels de fonds, ils sont conséquents, ils sont conscients et ils assument clairement ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, une fois de plus, je vous le dis, le contexte de l'opposition, dans l'opposition, pour l'opposition au Cameroun, ce n'est pas, comme on dit au quartier, du voir bébé. C'est une bataille quotidienne. Et c'est pour cela que moi, je salue ceux qui se battent comme ce parti qui a lancé un appel de fonds. Il l'avait déjà fait aussi. Oui. C'est valable pour lui et peut-être qu'il va encore refaire. C'est valable pour tout le monde. Mais du RDPC, nous n'en savons pas. Hein. Mais je vous dis, si on soupçonne même un homme d'affaires de soutenir l'opposition, on ferme ses bureaux, on lui impute un certain nombre d'impôts, ainsi de suite. Ça s'est vu. Il y a eu des hommes d'affaires qui ont soutenu l'opposition en 92, qui ont soutenu l'opposition, mais à qui on a donné un avertissement. Et tous ont basculé vers le parti au pouvoir. Donc, ne demandez pas trop à cette opposition qui se démène tant bien que mal dans un contexte extrêmement difficile. Là, il n'y a pas le yes we can. Hein. On est des débrouillards.
on se démène, laissez-nous tranquilles. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne se lèverait pas pour dire que nous on y va, on peut, on a les moyens, qui serait plutôt un discours plus positif dans l'entendement des électeurs? Non, il faut être réaliste en tous les cas. Oui. Tout à fait. Dès que quand je serai président de la République, le premier acte que je signerai, ce sera la révision de l'article 66. On passera du régime de la justification des biens, on passera de la déclaration des biens à la justification des biens. Tout simplement pour permettre aux partis d'opposition d'avoir un peu de visibilité sur le financement du RDPC. Et je dis, un parti politique a vocation essentiellement à aller à la conquête du pouvoir. Et quand on va à la conquête du pouvoir, il faut deux choses, des idées et de l'argent. Qui va aller loin, mais dans sa monture. Il faut donc se préparer. Moi, j'estime que le débat qui est mené sur la place publique aujourd'hui sur le financement des partis politiques participe aussi de la distraction des Camerounais. Moi, je n'irai pas. Je n'irai pas faire des appels de fonds comme ils sont en train de le faire. Mais je sais que les idées que je promeux sont susceptibles, sont vendables et peuvent être banqués. Mais merci beaucoup. On va prendre une respiration pour annoncer le programme de ce soir à 21h. Et puis on découvrira cette vidéo à nouveau, qui est quand même virale également sur les réseaux sociaux, et qui interroge le fonctionnement, on va le dire ainsi, des forces de défense et de sécurité. Le rendez-vous est donc noté tout à l'heure à 21h sur Info TV. À vous la parole avec Abdourahmane Baba à Madou. Je vous propose à présent cette vidéo qui présente justement un jeune soldat qui a décidé de déposer armes, uniformes et autres sous le mât d'un drapeau. Ça se passe à Berthois. On a parlé de démission, même si sur place là-bas on ne parle pas exactement de démission. Mais l'acte suscite de nombreux commentaires. On vous propose ces images-là. Dans quelle compagnie? En galanterie. Pour changer les précis. Le sergent Zanguele ayant été reconduit de service, il dit qu'il ne prend pas le service, Betaï remet l'arme. Le capitaine lui a demandé de remettre l'arme. Voilà ça qu'il est venu de mettre au mât de drapeau. Es-tu comment? L'intéressé individuellement à refuser l'armée devant le drapeau de la République. On voit les images. Ok. Alors le sergent Zanguele, il s'est déshabillé au mât de drapeau ayant remis l'arme et la tenue. Il s'est déshabillé, il dit qu'il ne prend pas le service. Un élément de la 141. Voici son arme devant le B14. Je suis l'officier de permanence, l'adjudant-chef-major Ngok. Bon, voilà son matériel. Colonel Didier Badek, c'est un non-événement? Vous avez toujours les réponses, Jean-Jacques. On veut la réponse. C'est un non-événement. C'est des cas qui arrivent, mais qui sont tus parce que justement, il y a certaines choses qui se passent dans le camp qui ne doivent pas être mises à jour, mises au grand jour. Mises au grand jour. Je dois vous dire quelque chose. Nous travaillons pour cette armée camerounaise sous une élongation opérationnelle extrêmement tendue. Vous avez les Boko Haram, vous avez les séparatistes, vous avez les incursions à gauche à droite, vous avez les pirates au niveau de la piraterie maritime. Je dois vous dire que si jamais le BIR contrôle la côte,
la zone hauturière est maîtrisée par la Marine nationale. Et vous avez un genre de banditisme interurbain qui se développe maintenant, qui ne peut être réglé que par les militaires eux-mêmes, parce que ce sont des gens qui ont des fois des équipements qui sont importants. Voilà. Ce sont le militaire est sous pression. Vous avez compris. Cette scène, je vais dire que, n'est-ce pas, je la condamne avec une ferme émotion, pour la simple et unique raison qu'elle ne devrait pas sortir. Et ça arrive souvent. Nous avons une armée qui a ce temps d'élongation. C'est un autre militaire qui fait des images. Qui fait des images et qui les commente. Et c'est là où il y a la faute. Oui. Parce que celui qui fait ça, vous ne pouvez pas juger de sa santé psychologique ou mentale. Oui. Ne pensez pas que si jamais il a piqué un câble, comme on dit, ce qu'on va faire, on va le récupérer, essayer de voir ce qui ne va pas. Nous avons un centre aujourd'hui de traitement au niveau psychologique, parce qu'on sait que la guerre est difficile. On ne fait pas de clinique en guerre. Vous avez des gens comme ça qui sont des fois déplacés, qui font des rotations, qui repartent. Moi, je pense qu'on devait avoir de la peine, plutôt que de pouvoir instrumentaliser ces images pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les armées. L'armée camerounaise est faite d'hommes. Elle n'est pas faite d'hommes stéréotypés. Il y a des bons militaires, il y a également des mauvais militaires. La preuve est que, n'est-ce pas, on a un règlement de discipline générale qui sanctionne le militaire qui s'éloigne du chemin. Ce que l'on dit dans l'armée, on dit que la discipline est la force principale des armées. Écoutez, moi j'ai fait mon service. On ne décide pas du jour au lendemain de dire qu'on quitte l'armée, ça n'existe pas. Vous faites un engagement, vous signez. Quand moi j'ai signé, je rentrais comme officier, je savais que je devais partir. Oui, on peut faire une demande, dire qu'on se met en indisponibilité pour telle raison, et c'est le haut commandement qui va accepter de le faire. Donc ce n'est pas une histoire de jeu, et c'est tellement ubuesque. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez démissionner, vous faites une demande, et puis vous voyez, et puis on vient pas au mal de drapeau, et puis on essaye de prendre les images. Moi je dis que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que cette scène ne devrait pas faire l'objet de quelques commentaires que ce soit. C'est notre armée camerounaise. Il faudrait que nous sachions quand même, la petite chose que nous devons accorder à cette armée-là, c'est au moins le bénéfice de sa surutilisation en ce moment, en raison des nombreux foyers et des crises qui sont tout à fait polymorphes, et autant bien sur le plan géographique que sur le plan du mode, n'est-ce pas, de ces crises-là. Est-ce qu'on ne devait pas s'arrêter, Patrick, sur la condamnation de la diffusion de cette vidéo qui est quand même filmée par un responsable de l'armée et qui se retrouve sur la voie publique? Est-ce qu'on ne devait pas commencer par condamner cet acte-là? On est quand même dans une caserne. Ce qui se passe dans une caserne n'est pas censé se retrouver sur la voie publique. Tout à fait. Oui, le problème se pose effectivement à deux niveaux. Là, nous avons une situation que nous déplorons depuis très fort longtemps au Cameroun, qui prend davantage de l'ampleur, où on n'assiste plus celui-là qui est déprimé, celui-là qui est en situation très compliquée, mais tout ce que nous faisons, c'est que nous filmons et nous publions. Je ne sais pas trop ce que nous recherchons au juste lorsque nous avons la primeur de l'information et que nous publions. Nous avons ce problème-là au Cameroun qui existe presque dans toutes les administrations. Mais le problème de fond également que cette vidéo nous montre aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Aujourd'hui, ça se passe au niveau de l'armée. Mais n'oublions pas que nous avons vécu des scènes similaires dans d'autres administrations qui relèvent d'un ras-le-bol des Camerounais qui se retrouvent à ce niveau. Tout récemment. Des collaborateurs, des subalternes. Des subalternes, effectivement. Une relation entre la hiérarchie et le subalterne qui, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une tension entre les deux. On a vu dernièrement un moto-taximan en plein carrefour qui s'est déshabillé et arrêté l'agent de la commune qui avait saisi sa moto. Lorsque un être humain se retrouve à ce niveau, vous pouvez comprendre l'exaspération qui l'anime, à quel niveau il est prêt à aller lorsqu'il se sent au bord du gouffre. Alors comme ce sergent qui connaît exactement ce que prévoit le règlement. Exact, qui connaît ce que prévoit le règlement à leur niveau. Et je dis encore une chose, ça c'est ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a de cela pratiquement 2 ou 3 ans. Nous avions vu un subalterne de l'armée, aussi de la gendarmerie aussi, qui a dégainé sur ses supérieurs.
pour des abus d'autorité qui ont conduit ce dernier à se dire « j'en ai marre ». Ça rejoint quoi? Ça rejoint le fait qu'on dise que, à un moment donné, comme le disait le colonel tout à l'heure, oui, l'armée est vraiment à l'heure actuelle surutilisée et sous pression. Et le management des effectifs devrait être d'appoint, à savoir ne plus se baser sur des problèmes de personnes, afin de pouvoir, afin de ne pas laisser peut-être entendre qu'il y a un élément qui estime d'être surutilisé. Et ça rejoint quelque chose, à savoir, vous ne pouvez pas être dans un groupe, pour le cas des foyers de tension qu'on a aujourd'hui, où vous avez un élément qui est allé faire 6 mois, sachant très bien qu'il va peut-être rentrer se reposer, qu'il se retrouve en train de repartir les autres prochains 6 mois. Si cela se passe comme tel, on ne peut qu'arriver à des situations pareilles. D'accord. On arrivera à la question de management tout à l'heure. Docteur, vous allez répondre. Vous allez répondre parce que vous avez une question d'Abidjan qui suggère au ministre délégué à la Défense de veiller à la santé mentale des militaires. En entreprise, on parle de prévention, gestion du stress. C'est François Kouedi, Abidjan. Vous allez répondre à la question. Oui, mais ce que je voulais dire, je veux vraiment intervenir souvent parce que les questions militaires, en ce moment, sont délicates. Oui. Je ne voudrais pas qu'on se venir. Quand on dit qu'il y a une surutilisation des militaires, nous faisons ce que nous pouvons. Le recrutement se fait en fonction du budget qui est disponible et de la formation et de nos capacités. Continuons à multiplier les tensions à gauche, à droite avec les menaces. On va solliciter aussi davantage cette armée-là qui a déjà autre chose à faire, surtout la défense de son intégrité territoriale. Je dois vous dire qu'en ce moment, c'est ça. Il y a des reprises avec l'ISWAP dans l'extrême nord, le Boko Haram et tout. Il y a même une certaine dronisation du théâtre des opérations aujourd'hui. Donc, ce qu'il est en train de dire, mais nous avons pris je dis encore nous, excusez-moi, mais l'armée a pris ce problème en compte. Il y a un centre psychologique, il y a des spécialistes, n'est-ce pas, en soutien psychologique qui ont été nommés, qui ont été formés et qui sont mis à la disposition du soldat. Et encore que même, pardon, les soldats qui ont eu des séquelles au niveau de la guerre et tout le reste, il y a tout un centre qui vient d'être créé. C'est un problème qui est important. Ça s'appelle, n'est-ce pas, une technique d'effectif et de dotation, c'est-à-dire la relation binaire qu'il y a, n'est-ce pas, parce qu'il y a une doctrine qui est établie entre les hommes et... Mais à quel moment ces centres sont-ils opérationnels? Moi, je connais des soldats qui rentrent fraîchement du front et qui sont directement introduits. Je vais vous dire, Jean-Jacques, voilà. Vous voyez ça parce que c'est un cas qu'on a montré. Mais c'est des cas qui arrivent parce que c'est la nature du combat. Ce n'est pas l'apanage de l'armée camerounaise. Il y a d'autres qui se tirent des balles dans les autres armées qui sont dans l'engagement a ses conséquences, c'est cela. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne fait pas de clinique au niveau des opérations. Comprenez que c'est un métier qui est difficile. On a juste pris celui-là et vous avez vu qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction parce que, 1, il a une arme. 2, il vient se déshabiller sur le mât de drapeau. Ce n'est pas lui qu'on doit condamner. Ça, c'est un acte qui est irresponsable. Il faut le récupérer et le soigner parce que c'est un acte qu'il a posé. C'est normal, ça peut arriver avec la tension de combat. Celui qu'il faut condamner, c'est celui qui fait la vidéo. Est-ce qu'il n'est pas en train, celui qui fait la vidéo justement, de vouloir passer un message lorsqu'il décide de publier cette vidéo, étant donné qu'il y a sa voix dans la bande et qu'on peut le retrouver facilement? Est-ce qu'il n'est pas en train d'accompagner l'acte qui est posé pour chercher à passer un message? Des actes de cette nature sont devenus hautement récurrents dans l'armée camerounaise. Je ne pense pas que ce soit le fait de l'excès d'engagement de notre armée. Ça, c'est une faute disciplinaire. Parce que quand on recrutait les militaires dans l'armée à l'époque, quel que soit le niveau, il y avait un minimum d'enquête de moralité. Il y avait des exercices comme le bahutage qui consistait à soumettre le militaire, quelle que soit la situation, la soumission. Il n'y a plus ça. On a décidé de recruter, je me souviens parce que quand on a décidé de recruter les diplômés de l'enseignement supérieur à l'EMIA,
Ça fait l'objet d'un grand débat au niveau de l'armée. Il y avait d'un côté le colonel Akono, qui n'était pas pour qu'on recrute les diplômés de l'enseignement supérieur dans l'armée. Parce qu'un soldat, ça ne doit pas beaucoup réfléchir. Parce que quand il réfléchit déjà beaucoup, il pose beaucoup de questions. Il n'exécute plus. Et il n'exécute plus. Et il se retrouve devant des situations où il refuse d'exécuter des ordres parce qu'il raisonne. Et aujourd'hui, dans notre armée, vous vous retrouvez avec des gens qui ont des maîtrises, qui se retrouvent en train de faire le concours, le recrutement dans l'armée pour être soldat. Des gens qui avaient pensé faire autre chose. Qui avaient pensé vraiment faire autre chose. Il naît de là un certain nombre de frustrations quand il pense que celui qui est en face de lui, qui lui donne des ordres, est même peut-être moins diplômé que lui. Ils font des recrutements au rabais. Donc, il faut recommencer à recruter des militaires. Et des militaires, c'est fait pour la guerre. Donc, ils sont suffisamment bien outillés et bien préparés. Ça, c'est pas défendable. Réaction. Non, c'est pas défendable parce qu'aujourd'hui, le paradigme de l'armée a complètement changé. D'abord, on est passé à un moment donné à une armée de la guerre, n'est-ce pas, à une armée de la paix. Dans le militaire, cherche la paix. Et les diplômés de l'enseignement supérieur qui ont été appelés aujourd'hui, en réalité, c'est que les technologies ont vachement évolué. C'est ce qu'il faudrait savoir. Aujourd'hui, vous allez dire que le colonel Badjek, qui est docteur, aujourd'hui, est un mauvais soldat. Ce n'est pas ça la question. Vous avez failli savoir ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il faut renforcer la discipline et que les enquêtes de moralité qui se faisaient avant ne se font plus aujourd'hui au bénéfice du grand nombre qui est recruté. Mais au fur et à mesure qu'on fait la formation, normalement, on devrait être capable de s'aimer la graine. Moi, j'ai été formé comme soldat. Avant de commander le soldat, moi, officier, j'ai été formé comme soldat. J'ai été mis en prison, j'ai été bahuté, je suis passé à l'école de sous-officier. Après cette école de sous-officier, je suis alors rentré à l'école militaire interarmée pour faire ma formation d'officier. C'est un cursus qui est normal. Mais je dois vous dire qu'au cours du parcours du militaire, si c'est souvent que ça se produit Saint-Éloi, ça veut dire aussi que chaque fois, l'armée aussi a augmenté en volume. Et l'armée également a augmenté en termes d'opérations. Ce qui veut dire qu'en termes de conséquences sur ces opérations, on va avoir toujours des cas de ce genre psychologique, mais que l'on récupère et que l'on traite. Il est seulement malheureux qu'on ait pris un cas isolé qui peut arriver. On récupère l'intéressé et on essaie de voir ce qu'il y a. Et on le soigne, on le remet en état, c'est ça. Le problème, c'est quoi avec l'uniforme? L'uniforme, c'est une histoire qui est compliquée. Saint-Éloi, il faut le comprendre. Ça veut dire que dès qu'un militaire a le sida, il s'en va avec la tenue, on prend, c'est fini. Tous les militaires ont le sida. C'est ça le problème de l'uniforme. Il arrive, il pose un acte. C'est un acte qui est isolé sur des opérations qui sont constantes. Ça va toujours arriver. Et plus nous serons en opération, plus des actes de ce genre-là vont arriver. Et elles ne doivent pas être vues du public. Et nous avons des services, justement, qui les reprennent, ces militaires, et les reconditionnent. Pour aller au combat, on conditionne les militaires. Et les théâtres des opérations ne sont pas les mêmes partout. Si vous allez, par exemple, dans des zones comme dans le sud-ouest et le nord-ouest, ce sont des conditions de combat qui sont difficiles. Si vous allez au niveau de l'extrême nord, vers la frontière, où les OAP est supposé être, c'est des combats qui sont difficiles. Et il y a des rotations. Aujourd'hui, vous avez un problème de budget. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. Qu'on se rende compte qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Lorsque le ministre délégué à la présidence chargé de la défense demande un recrutement, attention, ça passe par l'Assemblée. Parce qu'il faut payer ces militaires. Il faut les entretenir. Il faut les équiper. Il y a des fois, le nombre que l'on demande aujourd'hui ne peut ne pas être réaliste. Et il y a une approche, il y a une cible. Sachez que tout est fait. Moi, je voudrais que ces questions qui sont quand même assez délicates. Là, vous ne dites rien de mauvais. Vous réagissez. Vous ne dites rien de méchant, monsieur. On dit ce qui se dit. Et je pense que vous comprenez. D'abord, vous avez grandi dans la zone militaire, vous les comprenez bien. Mais je dois vous dire que l'histoire des diplômes d'enseignement supérieur, c'est un faux problème. Il faut améliorer la preuve aussi est que le militaire lui-même, on ne le recrute plus au niveau du CEP. Mais si maintenant, un homme
arrive, un candidat arrive, il se dévalue lui-même. Il a la maîtrise, il vient faire... Moi, il vient faire niveau C. Non, moi j'avais un bug en physique. Quand je suis arrivé, je suis pas allé faire le recrutement. Je suis allé faire le concours de l'aide de santé. Je vais vous signaler que on ne prenait qu'une personne ou deux personnes par an. Et des fois, vous n'avez pas de candidat qui avait réussi. D'accord. Alors, si j'avais dit que, non, il y a ceci, il y a cela, je vais faire le recrutement, ben, bien sûr qu'à la fin, je vais me sentir tout à fait, je serai frustré. C'est qu'il faudrait donc savoir. Mon collègue, vous m'avez coupé. Oui. Vous m'avez coupé. Il y a quand même un certain nombre de frustrations dans notre armée aujourd'hui. Alors, quand on écoute la vidéo, il refuse d'aller reprendre le service. Il désobéit à un ordre. Un ordre. Vous voyez un peu, c'est un problème de discipline. C'est une rébellion. Et si vous voyez bien, si vous allez bien chercher, vous allez comprendre que ce garçon doit être diplômé. Il doit être un frustré. Plus un frustré qu'un malade mental. Et en plus de ça, mon colonel, il y a des frustrations dans le top management de notre armée. Il faut avouer que quand nous on regarde, les officiers sont grassement traités. On a caporalisé, on a caporalisé les généraux. On a par exemple généralisé des colonels. Vous savez qu'ils sont très embourgeoisés, les colonels. Les colonels sont embourgeoisés. En tout cas, les soldats sont affamés, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui. D'accord, vous allez réagir tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans un cas isolé, comme on l'a dit? Est-ce que c'est un buzz malheureusement provoqué par celui qui a diffusé la vidéo? Ou alors c'est le reflet d'un malaise qui serait profond? D'abord, j'aurais souhaité que le colonel Badjek ne soit pas là. Non, c'est que ce n'est plus juste. Que tu le reçoives dans une interview. Vous êtes les intervieweurs à cette occasion. Parce que nous sommes des politiques. Oui. Et nous recevons tous les jours des plaintes à tous les niveaux de l'armée. Et nous avons le devoir, même si c'est eux qui nous fouettent souvent, au CED un peu partout là, mais nous avons le devoir de les défendre. Si, nous avons le devoir. En commençant par le collège Badjek, il les défend sérieusement. Donc vous êtes dans la même logique. Oui, non, lui, il les défend un peu militairement. Non, il les défend politiquement. D'accord. Et c'est pour dire que quelqu'un a parlé des généraux là tout à l'heure. Il n'est pas normal qu'on ait encore ces généraux qui ont un certain âge à la tête de nos armées. Et donc, effectivement, au niveau, il y a aujourd'hui des colonels qui s'en plaignent. Et parce que, à un niveau, ils moisissent pendant qu'on donne du temps, qu'on continue à donner du pouvoir à ceux qui sont presque partis. Ça, c'est un qui devrait être en seconde section déjà. Depuis, à commencer par leur patron. Donc, cette affaire est importante. Ça frustre un certain nombre de colonels. Le plus vieux soldat général en service au monde. Oui, au monde, 86 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Et quand vous voyez les images, vous avez honte. Nous avons honte. Parce que, donc, c'est l'objet de frustration. Oui, non, à ce niveau. Maintenant, cet acte qu'a posé ce jeune homme, d'abord, moi je le salue, je le félicite parce qu'il aurait pu faire un drame, produire un drame. C'est-à-dire, il a son arme, il pouvait ouvrir le feu. Vous saluez également ses camarades qui n'ont pas réagi. Parce que dans ces casernes-là, il devait être déjà gagné. Oui, donc ça pouvait être assez sérieux. Oui. Maintenant, la personne qui a diffusé ces images, moi je crois qu'on va la sanctionner si on la récupère parce que là aussi. Mais en réalité, ne nous voilons pas les yeux, c'est l'état, la situation des Camerounais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est donc dans un système qui a... Vous avez dit que les opposants sont ridicules et ainsi de suite. Infantilisés, c'est la même chose. C'est malheureusement la même chose. Et dans tous les secteurs, c'est-à-dire que vous arrivez à l'enseignement, vous allez trouver des jeunes hommes comme ça, vous arrivez à la police, il y a des gens comme ça. Donc c'est dans un contexte, c'est pour ça que quand nous nous battons, nous ne nous battons pas forcément pour nous, mais parce que l'environnement est lourd. Et alors, et même ces guerres, il y en a qu'on devrait déjà mettre fin.
On devrait mettre fin à certaines guerres. Avec un quoi? Avec un sifflet? Oui, dans les stratégies politiques, dans ce qu'il faut, ainsi de suite. Il y a une guerre qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes. On aurait dû mettre fin à cette guerre depuis. Et c'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, 8 ans après, et là-bas aussi, nous recevons des plaintes. Il y en a qu'on ne relève pas. Quelqu'un a parlé de la relève. Qu'on ne relève pas dans le timing réglementaire. Quelqu'un fait 6 mois, 8 mois sans relève, c'est un problème. Donc, c'est pour vous dire que, évidemment, moi je comprends cet acte, et nous n'avons pas tous les détails en réalité, parce qu'on aurait pu nous dire, un travail journalistique aurait voulu qu'on nous dise ce qui s'est exactement passé. Pardon? Comment ils ont fait pour entrer dans la caserne et qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé? Oui, mais si vous faites les enquêtes sur les politiques et leur argent et comment ça fonctionne, même là-bas, il y a une cellule de communication. Quand vous êtes président, vous avez fait comme ça? Il y a une cellule de communication. Oui. Dans l'armée, voilà, on a le devoir. C'est la cellule de communication qu'il faut convoquer. On a le devoir d'avoir l'information exhaustive et puis pour qu'on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais de façon globale, le pays va mal. Et le pays va mal et ça implique tous les acteurs et ça touche tous les acteurs, quel que soit le domaine. Il faut donc se battre pour relever ce pays, pour qu'on n'ait pas des insuffisances et qu'on n'ait pas les images qu'on voit un peu partout. Parce qu'il a fait ça, il aurait pu faire autre chose, d'autres peuvent faire autre chose. Et évidemment, je condamne la diffusion. Donc, on retient l'échelle des frustrations. Les colonels étouffent, les plus jeunes étouffent. Ils veulent également grandir dans le métier. Mais vous, qu'est-ce que vous racontez? Nous avons fait, pour passer de capitaine à commandant, nous avons fait 7 ans. Aujourd'hui, le chef de l'État a apporté une correction parce que c'était trop long. Vous avez des jeunes officiers aujourd'hui. Oui. On ne peut pas nommer, je ne sais pas quels sont les critères qu'il a, mais c'est discrétionnaire. Aujourd'hui, le seul grade que nous avons au niveau politique. Il est politique. Vous terminez colonel 3e échelon et puis maintenant on vous donne soit général ou alors vous partez. Moi, j'aurais pu dire que je suis l'un des plus grands diplômés au niveau de l'armée camerounaise. Pourquoi je ne suis pas général? Et ce n'est pas pour autant que je suis sorti en étant indiscipliné ou alors en crachant sur ce que l'armée a fait de moi aujourd'hui. Non, je pense qu'il faut être capable d'avoir le cap. On est très mal placé pour savoir, n'est-ce pas, convenir de la technique d'effectif et de dotation des hommes, de la doctrine d'emploi aujourd'hui. Je pense que cette armée fait face à des enjeux et défis qui sont extrêmement importants et de façon efficace. Il peut y avoir des petits cas de ce genre qui sont gérés et qui sont prévus déjà dans le cours de la vie du militaire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'on évite de d'hérisser les soldats aujourd'hui. Ils ne sont pas, et je veux vous dire qu'ils ne sont pas les plus démunis en termes de vue de traitement de salaire et toute autre chose. Il y a des rotations qui sont intenses, c'est normal parce que les théâtres des opérations sont également nombreux. Et je vais vous dire que vous êtes loin d'être plus soucieux de l'état psychologique et moral des hommes que leur propre chef. Ça s'appelle la psychologie du commandement. Le chef sait qu'à chaque instant, il est au milieu, il a un supérieur, il a des collatéraux, il a des subordonnés. Un chef qui ne sait pas entretenir sa troupe et qui sait, à partir du moment où vous avez déjà des petits murmures qui arrivent là, c'est que vous n'êtes plus un chef. Et nous avons des notations dans l'armée qui notent l'officier, n'est-ce pas, qui le mettent à jour pour savoir. Il y a même je pense, il y a un passage, une rubrique qui dit l'intérêt porté aux subordonnés. Mais il peut arriver que quelqu'un sente qu'il y a une injustice. Et on dit même, au niveau du règlement de discipline générale, que la revendication n'est autorisée que si jamais nous avons exécuté l'ordre. C'est comme ça que ça se passe. Laissez cette armée-là dans un ordre. Et c'est pour ça que je dis aussi que les militaires n'ont rien à voir avec le pouvoir. Parce que notre management est pyramidal. Il y a une autre chose qui se dit dans l'armée. Tu rentres avec tes idées chez le chef et tu ressors avec ses idées. L'armée est comme ça, elle est rigide. Mais elle tient compte du confort du soldat. Mais mon colonel, les murmures et les plaintes sont quand même... on a reçu vous savez, toujours. Oui, c'est sociologique. Au front, vous dites toujours que les patrons ont tout. Oui. Nous, on est là du matin au soir, on se bat et ils ont tout. Ils le voient.
C'est sociologique. Mais attendez, donc on doit donner, au demeurant, on doit donner donc une voiture à chaque sergent, une voiture de service. C'est le titre. Tous les colonels, tous les officiers du grade de colonel n'ont pas de véhicule de service. Moi, j'avais un véhicule de service parce que j'étais chef de division de la communication. Quand je ne l'étais pas, j'avais ma vieille Mercedes que je conduisais. Il faudrait comprendre qu'il y a un profil de carrière et attendre son temps. ATT, comme on dit souvent dans la main. Attends ton temps. C'est ça. Non, je ne pense pas que ils sont sur les petites choses. Non, ils sont sur les petites choses. Ne dites pas ça. Jean-Jacques, s'il vous plaît, alors là, je vais vous dire, il faut faire attention. Ne jetons pas des mauvais grains. L'armée camerounaise est suffisamment entretenue. Il faut savoir que ça se fait sur le dos des contribuables. Chaque fois qu'il y a eu un chef militaire qui s'est compromis dans des petites turbulences, eh bien vous savez que le haut commandement a eu la main extrêmement lourde. Et ça a été manifestement déclaré aux yeux de l'opinion. Dernièrement, vous avez vu, il y a des gendarmes qui ont été démis de leur fonction. Je crois que c'était à deux commissaires. Voilà. Vous parlez d'autres choses pour un petit parallèle. C'est ça. Presque toujours là. Vous savez, un domaine qui vient d'être si vous voulez perdre à Atok et à Yos. Voilà. Si vous voulez perdre une bataille, amusez-vous avec la troupe. Ça ne peut pas être dans l'intérêt du commandement. Je peux vous le jurer. Si vous voulez gagner un combat, déjà dans l'endurance, dans la résilience, dans l'engagement, il faudrait que la troupe soit au moral. C'est pour ça qu'on les conditionne quand ils vont au combat. Mais il peut y avoir des gens qui sont fragiles et qui ont subi des chocs au niveau du théâtre des opérations. Quand ils arrivent, ils peuvent se comporter comme ça. Cet enfant, peut-être qu'il y a eu un surplus, il peut y avoir quelque chose, une étincelle qui a créé ce comportement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensiez qu'il était suffisamment fort pour qu'on ne l'attrape pas ou qu'on récupère tous les téléphones à côté? Non, c'est pour vous montrer aussi que l'armée camerounaise est professionnelle et elle est humaine. Ce qu'on a fait, on l'a laissé faire pour qu'il se calme et je suis certain qu'en ce moment, on est en train de le récupérer. Alors bonsoir le grand soir, ne tirons pas sur le photographe, car filmer une scène comme celle-là, c'est aussi une manière de garder des preuves pour se protéger contre les poursuites. Maintenant, le partage de la vidéo n'est pas forcément de celui qui filmait, car cela peut venir des autres militaires, puisqu'après, les camarades peuvent aussi vouloir la vidéo. Patrice Christ, hein, on lit bien votre message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est très long, celui-là. Est-ce qu'on va parvenir à prendre? Nous avons vu les militaires en train de gréver sur la route de l'Assemblée nationale. Ils revenaient de Centrafrique et leurs primes n'ont pas été payées. C'est un fait et c'est connu. Vous étiez encore actif à cette époque. Et la réponse, je vous dis que j'ai même géré, j'ai été parmi ceux qui ont géré cette crise. Il faudrait savoir comment est-ce que ces militaires sont payés. Je vais vous dire une chose. Quand ça va faire le maintien de la paix, là, on n'est pas payé. Hein. Vous devez montrer, n'est-ce pas, les infrastructures, l'organisation qui doit être capable de répondre au cahier de charges que vous impose l'Organisation des Nations Unies. Et qu'à partir de ce moment, ce qu'on paye, c'est qu'on préfinance en réalité le matériel et les hommes qui sont équipés. Mais il faudrait savoir que c'est le contribuable camerounais encore qui paye. Et que, par la suite, on peut hériter d'un certain équipement. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est peut-être une rupture. La communication a ceci de commun que de particulier qu'il faut être toujours capable d'informer. Et ce qui manque aujourd'hui, je dois peut-être le regretter, c'est la communication interne. Oui. La communication interne qui passe du chef aux hommes. Il ne faut pas garder l'information. Quand vous avez une troupe qui se rebelle, ça existe. La rébellion, ça existe. C'est une troupe qui n'est pas encadrée par le chef. Et je vais vous dire que dans l'armée, comment ça se passe. Lorsque une troupe se passe, il y a une rébellion de ce genre, celui sur qui on cogne le plus, c'est le chef. Parce qu'il ne maîtrise pas ses hommes. C'est un art, l'art de commander. Vous comprenez? Donc, pour ce qui concerne l'armée camerounaise, vraiment, il faudrait, cette armée déjà est très reconnaissante de ce que la nation fait pour elle. Parce qu'elle est entretenue à juste titre. Je vais vous dire, je vais faire des comparaisons. Oui, je vais vous faire des comparaisons. Je ne parle pas de les enfants. Je ne rentre pas là. Oui, je ne rentre pas là. Je vais vous dire, j'ai étudié, je pense que vous savez que mon doctorat portait sur les armées africaines. Et j'ai fait une étude analytique de ces armées africaines-là. L'armée camerounaise, en termes d'équipement, en termes de moyens, en termes d'hommes, c'est une armée qui est efficace. Et je dois vous dire que depuis que nous combattons là, nous n'avons pas eu recours. Non, on n'a pas eu recours aux Russes, aux Français, je ne sais plus qu'aux Américains et autres. Les Américains sont arrivés ici.
Ils ont surveillé, à un moment, ils sont partis. Vous n'avez jamais entendu que Boko Haram a installé un poste quelque part sur le territoire Cameroun. Alors, il faut relever ça. Bonsoir à tout le monde. Sur le plateau, les soldats souffrent. Il y a parmi eux qui vendent leurs sardines pour vivre quand ils sont de passage ici chez nous, à l'Est. Benoît, comment comprendre cette situation? C'est un acte purement isolé, c'est un indiscipliné, il faut le recadrer, il faut le récupérer. Il n'y a pas un malaise profond en réalité dans l'armée. On ne peut pas faire le parallèle entre l'acte isolé et un certain malaise. Je crois que on pourrait retenir acte isolé et burst. Parce que malaise profond... Mais vous dites quand même qu'il y a des gens qui ont fait vendre les sardines. Non, je crois que je voudrais dire ici que il n'existe pas un corps de métier d'où on y trouve des personnes qui, à un moment donné, peuvent poser des comportements qui sortent de l'indiscipline. Donc, aujourd'hui, c'est l'armée. Effectivement, on est plus intéressé pour l'armée parce que c'est déjà la grande muette. Et sur ce plan-là, moi, je vais dire qu'en marge de cette diffusion de la vidéo, elle est restée vraiment muette. Parce que lorsque nous regardons la vidéo, nous voyons même le jeune homme en question, il est contrairement même peut-être à ce qu'on est en train de voir, moi je trouve un monsieur très discipliné. Et c'est pour cette raison que j'ai de la peine, n'est-ce pas, à mieux comprendre ou à mieux analyser ce que le reportage dit derrière. Il y a des précédents que nous n'avons pas. On voit le rassemblement. Et on voit un monsieur, et même si on s'en tient au reportage, il est en train de dire, il a refusé de prendre service et le capitaine lui a dit, tu vas déposer l'arme. Et si tu ne reprends pas le service, tu vas déposer. Tu vas déposer. Alors, il est allé déposer. Moi, je dis, il faut déjà aller plus loin voir. Ce n'est pas un malaise général, c'est un problème d'un individu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris service? Pourquoi est-ce qu'il a posé ce acte d'indiscipline? Non, on ne peut pas dire que c'est la voie de sans-voix. L'armée ne fonctionne pas comme ça. Je crois que le colonel est là, il est assez dessiné. On ne peut pas dire que c'est la voie de sans-voix. Il est allé, le rassemblement est là, on voit comment tout c'est colère, tout est calme. Il va, il dépose et il marche, il rentre. On ne sait même pas là où il va. Est-ce qu'il dépose pour revenir répondre devant le capitaine ou encore pour aller il va répondre en caleçon au capitaine? Non. Puisque écoutez un peu. Le reportage nous dit que c'est le capitaine qui lui a dit ou tu prends service ou tu vas déposer. Ça, c'est ce que le reportage nous dit et on n'a même pas encore vérifié. Ça, nous, on s'en tient tout simplement à cette vidéo qui se retrouve, nous avons dit, dans les réseaux sociaux. C'est déjà un problème et c'est pour ça que je parle du burst. Parce que le lanceur d'alerte, lui, il communique avec qui il communique. Pourquoi il prend la vidéo et il balance? C'est pour tenter de faire répandre notre message qui n'est pas celui-là. C'est effectivement pour pouvoir démontrer un certain malaise dans l'armée. Et moi, je dis, ce sont des cas, on l'a si bien dit, d'abord isolés, qui s'ajoutent, qui s'accompagnent avec le burst. Parce que jusqu'à présent, je le dis, on ne sait pas comment ça a commencé avant qu'on ait arrivé à ce niveau-là. Est-ce que c'est que nous suivons derrière la vidéo et même la raison même pour laquelle on est en train de suivre ce geste-là, ça peut ne pas être cela, ça peut être autre chose qu'on est en train de pouvoir transformer pour nous reporter afin de susciter les analyses. Toujours est-il que le malaise, je l'écarte parce que dans tous les corps de métier, on peut trouver des malaises. J'écarte également parce que, en fait, l'armée, on le dit à suffisance, c'est la grande muette. On ne peut pas suffisamment savoir ce qui se passe à l'intérieur. Contrairement à ce que quelqu'un a dit, je n'ai jamais vu un pays dans le monde où l'armée vient communiquer ce qui se passe en interne. L'armée vient communiquer peut-être sur des positions, sur les données, les enquêtes concernant, n'est-ce pas, ce qui est public, et non, n'est-ce pas, l'organisation interne. Ça, c'est public, ça. Non, ici, ça fait... C'est très public. Et que ça fait une réaction publique. C'est très public. Quand ça arrive public, ça peut aussi une réaction publique. Jusqu'à présent, l'image... C'est pour rassurer ceux qui pensent qu'ils pourraient avoir un problème, et ainsi de suite. Un peu partout. D'accord. Bonsoir Info TV, très belle émission. Je vous assure que cet acte posé par ce sergent résulte de l'accumulation de beaucoup de frustrations. L'armée est devenue politique. Si tu as un chef
qui a un problème avec toi, chaque fois, il va te mettre de service. Pendant ce temps, ses amis avec qui ils boivent le vin ensemble ne font rien et ont tous les avantages de service. Il y a des chefs qui gèrent les hommes par affinité et ça frustre d'autres militaires. Il faut que les hommes soient traités au même pied d'égalité pour éviter ce genre de choses. Vous voyez dans quoi nous tombons là en ce moment, et c'est triste que sur ce panel-là, on enjambe exactement la même... Bon, je respecte tout ce que les gens disent. Je dois vous dire que l'art de commander est appris de tous les militaires à partir de l'officier subalterne jusqu'à l'officier supérieur et même les sous-officiers qui commandent, qui ont des hommes dans leur direction. Je vous répète encore que le règlement de discipline générale prévoit des sanctions contre la rébellion. Si on le prévoit, c'est parce que ça peut arriver. Et si vous avez un cas de rébellion qui arrive après 2 années de service, de rotation et tout le reste, et que vous en faites un cas de je sais pas moi. Moi, je trouve que ce n'est pas analysé de la bonne manière. Ce qu'il y a dans cet acte-là, vous avez souligné que le capitaine a demandé qu'il rende l'arme. Mais parce qu'il a dit qu'il ne veut pas garder. Vous avez un témoignage. Oui. Bonsoir à vous au plateau. Étant donné que ce sergent est un chef exemplaire pour moi, car il m'a formé dans ce même bataillon et je le connais intérieurement et particulièrement. Son acte a certainement une origine qui est à vérifier. Ce soldat de 2e classe, un sergent, c'est pas aujourd'hui qu'il viendra avoir un PB de prise de service. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'armée, il y a un service qui s'occupe des militaires, de leur morale. Ça s'appelle la sécurité militaire. Quand il y a un cas comme ça, la sécurité, il ne faut pas qu'on vienne dire tous les secrets ici. Bien sûr, bien sûr. L'armée est suffisamment grande pour gérer ce problème, qui est un problème qui peut arriver. Voilà déjà le constat. Le deuxième constat, on le met à la connaissance du public, ce n'est pas bon. Le troisième constat, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y aura une enquête qui sera, n'est-ce pas? Voilà, qui sera commandée. Et je vous dis que la sécurité militaire est là pour voir le cas du moral des militaires. Et je vais vous dire que cette sécurité militaire, même lorsque ça marche bien, elle vient vous espionner pour savoir si jamais il n'y a pas ce genre d'abus d'autorité instauré. Ne venons pas gâter cette armée camerounaise qui brille par sa discipline et par son caractère républicain. Ne pas gâter l'armée avec nos points de vue, ainsi de suite. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que vous dites, moi je reconnais que ce que vous dites. Peut-être la différence de Saint-Éloi qui a vécu beaucoup à côté des militaires, c'est pour ça qu'il a les termes un peu... Ce que vous dites, c'est normal. C'est un fils de Lémia. Vous vous intéressez à un cas. Mais moi je vais vous demander autre chose. Que les commentaires soient moins osés parce qu'il s'agit là de l'armée. Quand on touche déjà aux effectifs, la manière de commander, la doctrine militaire, ce sont des éléments qui sont réservés et qui sont du service du secret défense. Moi, je vous donne l'explication, je vous dis, sans réfléchir. C'est arrivé. Déjà, lorsque vous commandez, si vous arrivez à avoir une espèce d'intensité de tension avec votre subordonné, c'est que vous êtes inapte au commandement. Vous ne devez pas en arriver là. Vous devez être capable d'anticiper. Vous devez être capable d'être un père pour celui que vous commandez. Cette anticipation passe donc par la redéfinition du profil du soldat. Vous êtes en pleine doctrine d'emploi, ça ne nous regarde pas sur le plateau. C'est la stratégie, c'est au niveau stratégique que ça doit encore. C'est eux qui définissent la doctrine d'emploi. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous disiez que les militaires sont mal encadrés, ce n'est pas juste. Si vous disiez qu'il y a des problèmes d'abus d'autorité, ça peut être réglé au sein de l'armée par la sécurité militaire, dont le travail, dont l'une des missions consiste à surveiller le moral des hommes. D'accord. Alors, mon colonel, beaucoup de nos collègues, je suppose que c'est un militaire qui écrit, se plaignent du fait qu'ils font 1 an, parfois 3 ans, en zone de guerre sans être relevés. Oui. Un second maître est à 3 ans du côté de Moura, aucune relève. Un autre en a perdu sa tête là-bas. Il signe anonyme. Oui, il va signer anonyme. Bon, vous savez, l'histoire de relève, c'est compliqué. Hein. Oui. Je dois vous dire que moi, j'ai souvent eu, pendant mon service, des gens qui venaient même me voir pour intervenir, pour qu'on puisse les relever et tout. Je pense même que le ministre a été attentif à cette rotation, que cette rotation soit équitable. Mais je dois également vous présenter une armée. Il y a des brebis galeuses aussi partout. Oui, tout à fait. Voilà.
Tout à fait. Et vous allez voir, hein, c'est symptomatique même. Hein, vous avez des jeunes militaires qui arrivent, vous avez des amis qui viennent vous voir. Moi, jusqu'aujourd'hui, on vient me voir. Bon, mon fils vient de sortir là et tout. Bon, on m'a dit qu'on l'a affecté à Bamenda. Est-ce qu'on ne peut pas le garder ici à Yaoundé? Il peut même balayer le bureau du colonel. Bon, écoutez, pendant ce temps, c'est le fils de qui ira donc là-bas. Dans tous les cas, on fait un dernier tour de table. Chacun aura 1 minute sur cette affaire-là. Comment ne plus vivre ce genre de situation? Jean-Jacques, moi, c'est vrai que nous parlons là de l'armée camerounaise et que il n'est pas adéquat que nous parlions de notre armée sous un certain angle. Mais je vois la situation de façon générale et dans presque toutes les administrations, les frustrations se vivent ici au Cameroun. Je prends des cas, des exemples. Restons dans l'armée. Oui, je sais. C'est pour dire, tout simplement pour présenter quoi? Pour dire tout simplement que lorsque on se retrouve sous pression énorme, lorsqu'on se retrouve sous... on a l'impression qu'on est minimisé, qu'on est méprisé, qu'on n'a plus la valeur d'homme. L'être humain se retrouve en train de tout perdre. Et on retrouve dans les individus qui, lorsqu'ils regardent, il n'a plus rien à gagner, ils se retrouvent en train de faire ce qu'on appelle un dernier retranchement, vivre ou mourir. On retrouve dans ces gens. Souvenez-vous, au ministère des Travaux publics, un cadre de ce ministère s'est déshabillé carrément. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux pour crier le nom du ministre. Quand vous voyez un être humain arriver à ce dernier retranchement, dites-vous qu'il y a un malaise. Lorsqu'on reparle, on arrive au niveau de l'armée, j'aimerais dire au colonel que oui, vous pouvez avoir eu à leur apprendre tous ces cours, mais tous n'assimilent pas ces cours de la même manière. Le cours de management tout à fait. Les cours de management des effectifs et autres ne s'assimilent pas de la même manière. Il y a des apports extérieurs qui viennent influencer la manière de diriger, la manière de faire. Heureusement, vous le faites si bien de le dire, qu'il y a en interne des services qui permettent de recadrer et autres. Mais que cela ne demeure qu'il y a toujours des actes isolés, des actes qui aujourd'hui sont mis au bout du jour et nous permettent donc de nous poser des questions, ce qui ne va réellement pas. D'accord. C'était Loabidou. En 1 minute, comment ne pas arriver à ce genre de situation? On fait l'effort de ne pas généraliser, mais on fait également l'effort de ne pas minimiser. Qu'est-ce qu'on fait à un soldat qui a désobéi à un acte illégal? Ça pose problème. Toujours est-il que si vous désobéissez à un acte illégal, vous serez sanctionné. Vous avez désobéi. Vous avez désobéi. C'est ce qu'on retient. Donc, il y a un véritable problème de discipline dans notre armée aujourd'hui. Et ce problème de discipline naît d'un certain nombre de frustrations. Parce que quand vous regardez un peu le résultat du concours d'entrée à l'EMIA, vous vous rendez compte que, comme par hasard, on se retrouve avec des noms qui sont très connus. Et parfois, des étudiants qui sont recrutés dans cette école hautement sélective ne remplissent même pas des conditions de santé. Et les résultats arrivent. Colonel Baguette sait qu'il y a eu une promotion où il y a eu des morts à la suite d'exercices. Tels que l'exercice physique. Ils ont clamsé. Dans cette école. C'est prévu. Donc, non, c'est juste pour dire que il faut impérativement revoir le profil d'entrée dans cette école. D'accord. Et la discipline, c'est ça qui fait la force d'une armée. La discipline. Absolument. Quand on retrouve des soldats qui ne sont... Moi, je suis sûr. On a retrouvé au bar tous les jours en uniforme. Hein. En uniforme. Dans les bars. Vous voyez, à l'époque, vous savez que la CENIL faisait le tour des bars. On arrêtait tout le monde qui est en tenue.
dans le bar et puis on a les... D'accord, retour à la discipline absolue. Il faut veiller aux critères de recrutement qui soient objectifs. Oui. Non, dans tous les cas, il y aura toujours ces cas. Parce qu'il y a des facteurs associés à ces cas. Il y a d'un côté des pauvres militaires et d'autres immensément riches. Or, un militaire n'a pas vocation à être riche. Vous les voyez avec des immeubles partout, des terrains partout, les femmes partout, qui sont exploitants de bois. Voilà, par exemple. Les femmes partout. Partout. C'est des bons lapins. Non. Ils sont peut-être formés aussi pour. C'est que, une fois que vous avez cette différence, il faut faire attention. Et donc, il y a des colonels qui se sont immensément enrichis dans l'armée. Et ça crée des frustrations et des jalousies. On les voit, tous les grands quartiers, ils ont au moins son domicile. Vous vous demandez comment ça se passe. J'ai dit qu'il y avait des facteurs associés à ces événements. Maintenant, le jeune militaire, lui, il a besoin du riz de 15 000. Il a besoin, son enfant doit aller à l'école. Il a à l'hôpital, ainsi de suite. Dans la vie actuelle, il fonctionne comment? Quand il arrive au service, on lui dit qu'il faut faire ça. Il pense à tous les engagements qu'il n'a pas remplis à la maison. Ça touche le moral. Et donc, ce n'est pas... Il faut qu'une certaine justice dans le traitement. Dans le traitement. Que le fossé ne soit pas énorme entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas du tout. Et puis, l'environnement camerounais même. Parce que c'est aussi des citoyens. C'est des citoyens. Tant que l'environnement camerounais est comme celui-ci, il va de soi que cela a un impact sur les professions des uns et des autres. Et les militaires d'en bas ne sont pas épargnés. Ils sont touchés. Donc il faut un relèvement général du niveau. On a compris. Vraiment, essayons de tenir sur 1 minute, Benoît, sur cette situation-là. Non, je vais juste déjà dire que même quand un avocat, pour défendre un client, il cherche d'abord à connaître le problème dans son entièreté. Oui. Vous allez voir que depuis que j'ai pris parole, je ne cherche pas à entrer dans le fonctionnement de l'armée. Parce que je ne m'y connais pas. Oui. J'aurais même dû poser la question au colonel si un capitaine, dans l'ordre des sanctions qui sont prévues, peut demander à un soldat de se déshabiller. Moi, je n'ai même pas voulu connaître ça. Parce que la vidéo ne me dit rien. Je regarde un monsieur qui se déshabille et il rentre. Est-ce que le reportage est vrai ou il n'est pas vrai? Jusqu'à présent, je pense que l'armée reste la grande muette et nous ne connaissons pas encore ce qui se passe là. Quant au problème qu'on est en train de chercher de gauche à droite, nous le disons, nous sommes dans une société des hommes, ce n'est pas des animaux. On peut y trouver des problèmes n'importe comment. Je m'en tiens à cette armée que je rencontre, je m'en tiens à cette armée qui nous défend, qui est efficace, qui nous présente l'image, n'est-ce pas, d'une armée forte en Afrique. Je préfère m'en tenir à ce niveau. Je sais que l'armée, c'est la discipline. Ce ne serait pas à moi aujourd'hui de venir encore convoquer la discipline et la manière de recruter dans l'armée. Moi, je crois qu'il y a des gens mieux outillés pour ça. Et ils le font suffisamment bien. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je rends un vibrant hommage à tous nos vaillants soldats qui se battent et meurent pour la patrie. Ce cas est un cas isolé qui ne montre que le côté humain de nos forces armées. Néanmoins, publier cette vidéo est une tentative de déstabilisation de nos armées et du pays par ricochet, surtout avec le contexte politique actuel. Respect, mon colonel Maurice Nasser Goum. C'est comme s'il résumait. Je crois qu'il résumé ce que j'étais en train de dire. Moi, je voudrais seulement faire de la pédagogie aujourd'hui. L'armée, c'est la seule institution c'est l'institution qui est le dernier rempart de la sécurité de nos populations, de notre intégrité territoriale et même de la personne qui incarne le pouvoir. Nous avons notre cheminement au niveau de la démocratie, avec beaucoup d'embûches. Peut-être que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire comme il fallait faire, mais je dois vous dire que contentons-nous de cela lorsqu'on sait quelles sont les conséquences de la guerre et des troubles. N'excitons pas, n'ajoutons pas des foyers, n'ajoutons pas. Je vous assure, je ne fais pas ici la publicité du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qui est très sensible. Je vous le dis, parce que quand j'étais chef de division de la communication, je savais ce qui se passait
et j'étais très proche du ministre. Je vous dis que le ministre délégué à la présidence de la Défense est très sensible au confort du soldat et des habits d'autorité qui sont sanctionnés avec la dernière hygiène. Vous avez vu, je vous dis que là c'est une armée humaine. Ça se serait passé il y a 25 ans. Ce soldat n'aurait même pas rejoint sa chambre. Il aurait été tabassé. Aujourd'hui, nous vivons avec d'autres tendances. Là, il y a un certain modernisme, une certaine tendance moderniste qui est entrée dans l'armée. Et à notre époque, il était inenvisageable que nous puissions même nous plaindre, ou bien quoi que ce soit, était toujours sous cap. Ne me dites pas que le colonel va dire que je n'ai pas rencontré des difficultés. Je peux pas vous le dire ici parce que je les prends pour moi et j'ai une haute idée de l'État, de l'institution que j'ai servie. Et j'ai gardé ça pour moi. Donc, ce militaire, ce n'est pas le bon exemple. Et je vais vous dire, je vais vous témoigner, ayant servi 34 ans sous le drapeau, que cette armée camerounaise-là, elle est disciplinée, elle est républicaine, elle est engagée. Des cas comme ça vont être traités par le haut commandement de la manière la plus appropriée et de la manière la plus humaine. Et vous verrez que peut-être demain, dans 2 ans, il sera promu quelque part. Merci, colonel, d'être venu. Merci, monsieur, d'avoir participé à ces échanges. Merci à tous ceux qui ont regardé. Nous, on se retrouve tout à l'heure à 21h avec notre invité Abdourahmane Baba Amadou. Un rendez-vous à ne pas manquer. Très bonne soirée sur Info TV. Of the headquarters brigade in Yaoundé, presided over by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, the occasion unfolds in strict respect of military rituals and tradition. This on the high instructions of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Paul Biya. It's a tradition where the cadet officer took the engagement to serve the country up to the optimum sacrifice. Peace, integration, and development. We need these 3 elements to build our country. The Peace, Integration and Development Batch is made up of 311 cadet officers from Cameroon and 5 other friendly countries, including the Central African Republic, Gabon, Niger, Cote d'Ivoire, and Guinea-Conakry. Fully engaged in serving our nation in order for it to have peace, integration, and development. Nothing is easy, and it is a great privilege to serve your nation. Family and friends present also expressed joy and satisfaction. Today is the great day in my life because my son have promoted today. They have baptized them as they said in their theme. They have baptized